On s'arrête et en fait le mec il descend mais directement avec un couteau, même pas encore d'échange verbal, rien du tout. Et j'ai dû lui mettre une patate et… Direct, on veut savoir. Bah ouais, parce qu'en Régale. fait, à un moment j'ai tapé, j'ai vu que ça s'arrêtait pas, je me suis dit vas-y on va essayer de reprendre et finalement l'arbitre avant qu'il y ait des séquelles trop graves… Parce que quoi, tu perdais ton œil sinon, si tu tapais pas là. Bah, en fait, t'as le droit de pousser la sauvagerie, d'attraper le mec par les cheveux, de lui claquer la gueule par terre par exemple? Ouais, t'as vraiment le droit à tout, ils vont dire… Mais t'es d'accord, tu peux tuer un gars en faisant ça. Si tu vas pleine balle et que tu lui tapes la tête sur le bitume, ouais, après, potentiellement… franchement… Maxime Bellamy, ça dit quoi? Ça dit vive la France et vive les petites villes comme Dijon. Ouais, première fois pour toi à Dijon? Première fois, ouais, j'ai découvert hier en arrivant et encore un petit peu ce matin. C'est quoi ta première impression sur la ville du coup? T'en as pensé quoi? Très belle rue piétonne, très beau centre religieux, franchement génial, très mignon. T'es attaché toi un petit peu justement à ça, au patrimoine, quand tu découvres une nouvelle ville un petit peu? Ouais, vraiment, et ça me tient à cœur d'essayer du moins de découvrir au maximum tout le patrimoine français, parce que je suis encore loin de l'avoir découvert et je pense qu'on peut jamais vraiment arriver au bout. Donc ouais, c'est important toujours de me renseigner, de découvrir. Tu m'as dit, je pense que je te trahis pas en le disant, que tu allais visiter la cathédrale hier en arrivant. Tout à fait, ouais. T'en as pensé quoi? Franchement magnifique. J'ai loupé la chouette. T'es pas allé toucher, c'est vrai que je t'ai pas dit de le faire en plus, j'ai pas pensé. Tout le monde m'a dit alors t'es allé voir la chouette, j'ai dit non les gars, ouais. j'ai loupé ça, je suis passé à côté, on m'a dit ouais t'as dû passer juste devant, mais non super joli, très beau, très bel endroit franchement. Super, bon écoute. Alors comment te présenter? Combattant, divers et varié je pense, je dirais patriote. Gendre idéal au demeurant. Alors peut-être que les gens au fil du podcast vont se dire moyennement gendre idéal. Peut-être certains se diront je le présente pas à ma fille, mais en tout cas gendre idéal d'aspect déjà. Très cultivé, tu as une licence d'histoire je crois. Tout à fait, ouais. Et t'as que 25 ans, hein? Ouais, je les ai eus en février de cette année-là. Alors c'est incroyable parce que bon, on parlait un peu en off et je t'ai dit j'ai l'impression que tu as 60 ans dans mon ancienne vie, dans mon ancienne vie. Donc tu vas nous en parler un petit peu, tu étais militaire aussi? Ouais, tout à fait. Bah écoute, on va commencer un petit peu par juste un petit peu ton enfance parce que je sais pas, il y a peut-être un lien, il y en a peut-être pas, je vais pas me lancer dans la psychiatrie de bas étage, mais le milieu dans lequel tu as grandi un petit peu, dans lequel tu as évolué, parental, scolaire, qu'est-ce que tu peux nous en dire Alors moi, pour le coup, je suis un enfant de la classe moyenne. J'ai un père qui a toujours été militaire, donc il était parachutiste, donc ça a donné un cadre de vie, tu vois, ça m'a donné beaucoup de valeurs, ça m'a permis, on a beaucoup déménagé, on n'a pas eu le temps de l'évoquer en off, mais j'ai beaucoup déménagé, je crois… jusqu'à 7 à 8 fois, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, un truc comme ça. Ma mère était professeure de français, peut-être d'où l'aspect à s'exprimer aisément. Franchement, voilà, famille totalement standard, standard socialement parlant, parce que pour le coup, j'ai eu des parents très aimants, très présents pour moi. Tant au niveau scolaire qu'au niveau affectif, qu'au niveau global. J'ai un grand frère et une petite sœur, on a toujours été vachement liés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes je pense, qui se demandent putain, le mec il doit être un peu brisé, tu sais. Il y a un certain romantisme ou du moins un certain mysticisme, tu sais, à être brisé et ensuite à devenir combattant notamment, etc. On pense qu'il faut être un ancien gangster, faut être orphelin, etc. Non, franchement, j'ai grandi dans un très beau cadre et j'en remercie vraiment ma famille. On est très très proches, je suis quelqu'un qui est très famille. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de grandir un petit peu à travers le monde, en Corse, en Afrique, en Polynésie française, sur le territoire français, etc. D'où aussi le fait que je sois un petit peu intéressé, tu vois, pour voyager, pour découvrir, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc voilà, vie plutôt bien rangée. Quand j'étais gamin, mes parents m'ont fait faire pas mal de sports. Je fais de la natation, du judo, du karaté, du tennis, beaucoup. Donc voilà, la vie d'un gamin français standard, je pense, qui n'était pas à plaindre et pas non plus d'un milieu totalement bourgeois ou aisé. Donc voilà, j'ai eu un terreau fertile à faire de bonnes choses par la suite. Et
Donc ton surnom, je ne l'ai pas mentionné, c'est Orsou Corsou, c'est ça? Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux l'expliquer aussi un petit peu aux gens? Littéralement, ça veut dire ours corse. D'accord. Justement parce que je suis de là-bas. Donc t'es né là-bas? Ouais, à Calvi. Enfin, il n'y avait pas d'hôpital. Il y a un petit accent corse en fond quand même. Ouais, un petit peu. Un petit peu, ouais. Pourtant, moi, on m'a toujours dit que je l'avais vraiment perdu. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça fait plaisir de l'entendre. Et ouais, non, du coup, il n'y avait pas d'hôpital à Calvi, il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Donc je suis né à Bastia, mais sinon, voilà, ma famille était en Balagne à ce moment-là. Et voilà, après, pourquoi ours, c'est que j'ai un ami quand j'étais à Rennes, en fait, qui, quand il me voyait me battre, et je pense que c'est même peut-être un petit peu toujours le cas, il me disait on dirait un ours, en fait, tu te jettes comme ça et tu bourrines beaucoup. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Ouais, pour un technicien, c'est pas un compliment. Exactement, ouais. Mais donc on m'avait dit que ça ressemblait à un ours un petit peu. En fait, puis même au niveau du tempérament, quelqu'un de posé, très calme, 80% du temps, et qui par contre, après, qu'on peut redouter quand il se met en rogne. Donc voilà, je me suis dit ours, corse. T'es un beau bébé hein, pour les gens qui ils te voient pas en vrai, mais tu fais quoi, plus d'1m80, je pense? 1m85, ça dépend des toubibs, je sais pas toi, moi perso, quand il mesure, c'est toujours des divergences, mais ouais. Après, et le poids? Là, j'ai excédé les 90 kilos, je suis à 90, 91, quelque chose comme ça. C'est pas forcément c'est un peu un poids de croisière. Moi, je suis un mec qui fluctue beaucoup. C'est pas des grosses fluctuations, mais je suis rarement au même poids parce que, un petit peu comme toi, je m'intéresse à beaucoup de sports, beaucoup de disciplines. Et puis, j'ai aussi des fois un train de vie qui fait que j'ai des nécessités particulières. Donc, il y a des fois, je suis un peu plus remplumé, des fois un petit peu plus affûté. Voilà, c'est ce que je disais juste avant. Là, moi, je te trouve affûté. Belle compo corporelle, quoi. Ça me fait plaisir venant de toi. Non, mais c'est sincère. Hein, tu pourrais rajouter 3-4 kilos, à mon avis, ça me choquerait pas. Ouais. De masse maigre, hein, j'entends pas de. Je pense qu'il y en a qui seraient contents que je passe en moins de 93, mais là, tu t'attaques à des plus gros bébés. Si, en moins de 93? Ouais. Parce que tu combats en combien? Moins de 80. Là, tu parles dans une carrière MMA. Ouais, parce qu'au KOTS, il n'y a pas de. Au KOTS, alors il y a une limite de poids. Le dernier, je pense que tu dois parler du dernier combat ouais, où on a vu, et puis même d'autres où j'ai eu des écarts. C'est ce qu'on appelle de l'open weight. Il y avait clairement, on en parlera après, mais il y avait un bon 20 kg de différence avec le gars, je pense. Si c'est pas 30. Après, sinon, quand même, les poids sont similaires, hein, généralement, enfin, du moins pour la majorité des combats, également au KOTS. Tu as 1 ou 2 kg de divergence maximum d'autorisé. Sinon, on te demande de faire quand même un nicotine. D'accord. Ou on te demande si tu veux quand même combattre ou pas. Parce que voilà, faut que ce soit un minimum faire. Donc, c'est pas si débridé que ça au final, quoi. Non, carrément pas. D'accord. Donc du coup, c'est un peu pour ça que tu es là quand même, parce que je pense que c'est comme ça que tu t'es fait connaître, en tout cas, c'est comme ça que moi je t'ai connu, du mec qui se tape dans les fight clubs en Suède, donc KOTS. C'est ça. Tu es quand même aussi ancien militaire. Ouais. T'es resté combien de temps à l'armée? 3 ans. 3 ans. 3 ans, ouais, ça a été. C'est le minimum que tu dois à l'État français en tant que militaire ou pas? Non, du tout. En fait, à l'heure actuelle, c'est vachement open. Tu peux signer 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. D'accord. Et je crois même que tu peux passer sur du 10 ans. Moi, fort patriote que j'étais, j'avais signé pour 9 ans, mais voilà, un petit peu avant la fin de mes 3 ans. On va dire que j'étais arrivé au terme de ce que je cherchais. Dans l'évolution, je voyais plus de pérennité à ma carrière, donc j'ai choisi de changer de trajectoire professionnelle. Et cet engagement, tu l'as fait pour perpétuer quelque chose par rapport à ton papa, ou c'était purement toi, des convictions? Je peux pas dire non, je peux pas dire oui, dans le sens où c'était pas. Moi, je me suis pas dit mon père, mon grand-père, mes oncles. Ton grand-père aussi? Ouais, on a quand même une forte tradition militaire dans la famille. Je me suis pas dit tu dois le faire parce qu'ils l'ont été. Je me suis dit ils ont su te faire découvrir la beauté de cet engagement, la beauté de ce métier, toutes les valeurs qu'incarne un soldat. Moi, depuis petit, franchement, et je te dis ça en toute honnêteté, depuis je pense que j'ai 3-4 ans, je savais que je voulais être militaire et ça a toujours été la suite logique. D'ailleurs, toute la construction de ma vie, même si quand t'es petit, t'es innocent, j'ai pas réfléchi en mode je dois faire du tennis parce que je vais être soldat, ce serait un non-sens. Mais j'ai toujours tout au niveau, on va dire, scolaire et humain, tout axé dans l'optique après d'être militaire. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui se demandent mais du coup c'est bizarre que le passage ait été aussi court. C'est que voilà, moi je suis tombé un petit peu de haut sur certaines choses et donc voilà. On parlait de ces certaines choses ou pas? Ouais, je t'avoue que c'était plus au niveau de la mentalité. Enfin, tu vois, moi j'ai
Mon père, par exemple, a été déployé pendant... Alors, mon père, il a fait 27 ans de carrière dans l'armée, chez les parachutistes. Il est passé dans des régiments, de la Légion, etc. Et donc, il a fait tous les théâtres d'opération sur 27 ans, tu vois. Donc, il a connu quasiment tous les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, partout où on a déployé l'armée française. Enfin, moi, tu vois, et je l'ai encore en plus, tu vois, j'ai une petite boîte à chaussures où j'ai toutes les cartes postales qu'il m'a envoyées, les sculptures africaines, etc. Il m'a transmis beaucoup de choses, en fait. Pour lui, c'était juste un petit mémo, tu vois. Pour moi, ça représente beaucoup. Et je me suis dit, tu dois compléter ça, tu vois, tu dois être à la hauteur. Et on parle plus beaucoup déjà de l'armée française, et je pense que tous les militaires qui nous regarderont pourront le confirmer. On ne part plus du tout, que ce soit pour une mission opérationnelle ou on va dire un petit peu plus standard. Donc ça déjà, ça a fortement motivé mon départ. L'aspect psychologique aussi, je trouve que je sais pas, il y a une cohésion. En fait, on te parle beaucoup de cohésion à l'armée, on te parle beaucoup de ça. Moi, je te parle pour mon expérience parce que je peux pas parler pour tous les régiments et encore moins pour tous les hommes. J'ai pas trop trouvé ma place. J'ai trouvé des très bons camarades et il y en a justement qui ont été un petit peu des clés de voûte après, qui sont même encore de fidèles amis. Mais j'ai pas trouvé la cohésion que j'étais venu chercher, tu vois. C'est-à-dire qu'on dit toujours que tu te bats pour le mec qui est à côté de toi. Je l'aurais fait. Mais je l'aurais fait plus par conviction personnelle que parce que je trouvais il n'y avait pas de fraternité. Moi personnellement, je l'ai pas trouvé. Et puis voilà, c'est vrai que la rythmique... Est-ce que c'est pas quand tu évolues dans les forces un peu spéciales, dans les groupes d'intervention un peu, que tu l'as, ce côté frère d'armes un peu? Je pense justement, et encore plus aussi au niveau des déploiements. Après voilà, j'ai eu en cours de carrière un incident, on va dire, juridique qui a fait que ça m'a bloqué ce genre d'accès. C'était ma vocation, donc c'était ma volonté d'intégrer une unité spéciale. Voilà, j'ai eu des portes qui se sont fermées. Je vois le petit sourire en coin. Tu peux en parler de l'incident juridique ou tu préfères pas? La nature, c'est pas forcément important. C'est juste qu'en fait, voilà, au niveau, je vais être franc, au niveau de la DGSI, des RSD, c'est les services de renseignement, voilà, de la sécurité française et pour l'armée, c'est des choses qui n'étaient pas à leur connaissance avant mon engagement et dont ils se sont rendus compte pendant. Et du coup voilà, ça m'a impacté, ça a entaché mes états de service. Non pas voilà que ça a entaché ma valeur de soldat, mais voilà, aux yeux de l'armée française, j'étais pas convié à pouvoir intégrer certaines unités spéciales. Moi, c'était vraiment la raison de mon engagement. Je voulais vraiment aller au bout des choses. Donc voilà, quand tes rêves ils se retrouvent à être mis à plat, tu connais plus vraiment ta place en fait, et t'as besoin de changer d'univers et retrouver, on va dire, tes ambitions et tes objectifs ailleurs. Du coup, t'es parti. Ouais, tout à fait. Et du coup, j'imagine que c'est à ce moment-là peut-être que s'opère la transition avec, ou peut-être que tu le faisais déjà, parce que je ne l'ai pas mentionné aussi, mais bon, peut-être des médias un peu détracteurs vis-à-vis de ta personne te connaissent aussi pour les combats de hooligans, je pense qu'on appelle ça comme ça. C'est ça. Donc c'est assimilé au milieu du foot, de près ou de loin, peut-être que c'est un prétexte, tu vas peut-être nous l'expliquer un petit peu. Comment cette appétence pour le combat, est-ce que d'abord c'était les fight clubs ou est-ce que d'abord c'était les combats de supporters de foot? Moi d'abord ça a été les free fight, comme tu l'as évoqué. En fait, j'ai combattu avec les hooligans du Stade Rennais. Et ça m'a donné vraiment cette appétence, comme tu disais, vraiment pour la bagarre, tu vois. Parce que en fait, ça ressemble vraiment à un KOTS, sauf que c'est pas en 1 contre 1. Attends, est-ce que t'aimes le foot déjà? Non. Franchement, je te jure, c'est comme tu disais, tu parlais de prétexte, t'es totalement dans le thème. Et franchement, je peux pas parler pour tout le monde, parce que la majorité des mecs, ils ont leurs abonnements au stade, ils sont au match tout le temps. Personnellement, Maxime Bellamy, on a dû le voir 1 ou 2 fois, grand maximum, sur plusieurs années. C'est les ultras, ceux qu'on appelle les ultras, c'est ça les hooligans finalement? Ceux qui sont torse nu, en train d'hurler, énervés. Les ultras, tu vas les retrouver au stade, ceux qui vont souvent craquer les fumigènes, avoir les bâches, etc. C'est ceux qui sont vraiment, eux en fait, ils ont une activité dans le stade et autour du stade. Les hooligans, on va dire qu'ils ont un petit peu
si je peux généraliser ça, c'est un petit peu la petite milice musclée de l'équipe, tu vois. C'est l'équipe opérationnelle qui a besoin de. Mais vous êtes en lien finalement avec ces supporters ultra ou? Ouais, en fait, ça dépend. C'est une tradition qui est vachement variable selon les pays, notamment. Tu vois, par exemple, en Russie, les hooligans et les ultras, c'est les mêmes, tu vois. Les hooligans sont les ultras sont les hooligans. En France, c'est beaucoup plus diabolisé, tu vois. C'est-à-dire que si t'es un hooligan, t'es vraiment la peste noire. T'es même le club que tu représentes ne veut pas de toi et médiatiquement parlant ne voudra pas que tu te raccroches à eux, alors que les ultras c'est des gens qui soutiennent, on va dire, de façon standard le club. Donc voilà, c'est ça. Donc non, en France, tu vois, voilà, un ultra ça a plus la réputation du mec qui est là pour le foot. Le hooligan il est là pour se le marbrer, foot quoi. Plus, voilà, c'est ça. D'accord. C'est pas aussi un peu une tradition anglo-saxonne? Après j'ai très peu de connaissances là-dessus. Ouais, alors en fait il y a vraiment une bipolarité, ça vient à la fois d'Angleterre et à la fois de Russie. D'accord. Donc je sais pas si toi en Russie t'as pu voir un petit peu ce genre de truc. Alors j'ai déjà discuté avec quelqu'un qui est assez connu en plus en Russie qui le faisait et je crois qu'il le fait encore. Ok. Mais vraiment sous couvert de... en étant couvert justement parce qu'il peut pas se le permettre au vu de sa célébrité, tu vois, c'est assez drôle. Ok. Parce que je te parle d'un gars qui est vraiment très populaire là-bas. La personne le connaît, même si je peux pas le faire, je peux pas le mentionner. Mais si je le faisais, ça parlera à personne. Et je crois qu'il le fait toujours en marge de temps en temps avant des matchs, quoi. Après, lui, je sais qu'il est fan de foot. Et c'est vrai que parce que tu dis je représente le Stade Rennais, moi je trouve ça drôle d'aller... Enfin, parce qu'en plus il y a un peu ce côté épique qu'on pourrait voir, tu sais, dans les films comme Gladiator. Ouais, tout à fait. Mais du coup, tu te dis, le mec, ils arrivent avec un drapeau, tu vois, avec une bannière. Et donc vous, si vous allez vous taper pour le Stade Rennais sans être supporter de foot, je trouve ça un peu cocasse de... Ouais, en fait... alors... Il y a un côté, alors je vais dire, il y a un côté tout aussi chevaleresque, tout comme pas du tout, dans le sens où, alors moi vraiment, j'étais très peu, tu sais, dans tout ce qui était affrontement de rue, etc. Déjà parce que c'est pas forcément ce qui m'intéressait généralement, parce qu'en plus c'était avant ou après un match et comme j'allais pas au match, j'étais pas là, et en plus parce que forcément ça peut aussi donner suite déjà on va dire à des poursuites judiciaires. Donc moi j'ai commencé tout ça avant l'armée, donc c'était des choses quand même que je voulais éviter, et en plus parce que ça peut il y a toujours des dommages collatéraux, du moins il peut y en avoir souvent, un bar vandalisé, des trucs comme ça. Ouais, moi tu vois, je suis assez respectueux de tout ça quand même. Je reste, comme je te disais, j'ai une éducation assez carrée. Je reste quand même assez respectueux des gens en général. Donc voilà, nous c'était plus dans les forêts, dans les champs, etc. Il n'y avait pas de dommages collatéraux. Tout le monde était consentant. Tout le monde était là pour ça. Tout le monde en voulait, tu vois. T'avais vraiment la fine fleur en face, les 10, 20... mecs vraiment de l'équipe d'en face, les mecs les plus capables, tu vois, les plus athlétiques, les plus musclés, les plus cogneurs. Et franchement, c'est bon, tu vois. C'est à titre personnel, tu te sens vachement serein quand tu prends le dessus sur la majorité des mecs comme ça. Tu te dis, tu vois, souvent quand on dit on représente une ville, ça veut pas dire que littéralement t'as le mec le plus chaud de Bruxelles, de Leipzig, de je sais pas quoi. Mais tu vois, t'as la partie vraiment gladiateur, tu prends le dessus sur eux, ça veut dire que quand même sur un large panel de villes en France ou en Europe, tu vois, tu as cette domination-là, et franchement, à titre personnel, c'est vachement rassurant et vachement gratifiant, même si ça, financièrement, au niveau du statut, tu marches pareil dans la rue, on te reconnaît pas pour ça, on te témoigne pas du respect, c'est très, très occulte, mais moi ça m'a toujours plu, tu vois, ce petit côté, on peut te voir à côté, tu peux même être expert comptable si tu veux, le jour un petit peu, tu vois, un peu comme un Clark Kent, tu vois, tu peux être expert comptable la semaine, le week-end par contre... c'est toi qui domines le terrain, tu vois, c'est toi qui domines le truc. Ça m'a toujours beaucoup plu, ce genre de choses. Je suis un gamin qui est pas timide. J'étais un gamin qui n'était pas forcément timide, mais je suis quelqu'un d'assez réservé. C'est-à-dire que si on me parle pas, je vais pas forcément être bruyant. Je suis assez passe-partout au final. Mais voilà, on a tous besoin quand même de se confirmer, et notamment je pense en tant qu'homme. J'ai ce truc-là, tu vois, je suis un pitbull. Du moins dans des gens, je pense, qui poursuivent un certain développement personnel, et notamment physique, psychique, etc. Comme je peux le voir, tu vois, toi, je sais que dans tous les sports que tu as pratiqués, t'as cherché à aller au bout, t'as cherché à aller à fond. Je suis un mec qui est un peu comme ça, et y a toujours, dans notre vie, toujours des phases de remise en question, et donc c'est ça que tu es allé chercher. Moi, ce qui m'intéresse, ça m'intéresse que tu le fasses, mais c'est comment t'en es venu à te dire, ok, demain je vais faire mon premier combat dans une forêt contre des gars... Alors tu le décides pas en fait. Moi les mecs de
Tu te fais recruter quoi un peu, c'est ça? Ouais, c'est ça, on s'était croisés, tu sais, forcément, tu sais, enfin je veux dire, moi j'ai jamais été à Paris trop, au début j'ai pas grandi dans ces villes-là, donc même une ville comme Dijon, c'est des villes qui sont pas structurellement très grandes, donc tu viens rencontrer un peu tout le monde, tu vois, en plus j'étais étudiant, donc tu sais, t'as énormément d'échanges. Donc voilà, après les mecs tu les croises. Moi en plus j'étais déjà très féru de CrossFit, tout ce genre de trucs. Je boxais déjà un petit peu quand même. Donc ils ont vu que j'avais un profil adéquat. C'est bien passé. Si t'inclus les crossfitters dans ça, je pense qu'on va se faire tirer dessus dans les commentaires. Ouais, non mais tu vois, voilà, il y avait cet aspect un peu opérationnel, on va dire. Et puis voilà, le fait après que la continuité c'était. Ouais, mais là, est-ce que. Je sais pas, je me dis, je suis déjà dans cette équipe-là et j'ai envie de recruter 3-4 nouveaux. Ouais. Tu cherches des têtes brûlées, tu cherches pas des mecs fit spécialement parce que tu le sais, même le physique fait pas les couilles quoi. Non, tout à fait. Après, alors je vais dire ça dépend déjà parce que franchement, si tu regardes plutôt côté pays de l'Est, des fois les mecs savent pas forcément se battre, mais t'as un pack des fois de 10 mecs de 130 kilos. Vache. Au bout d'un moment, moi je suis vraiment l'avocat du diable dans ce cas-là, tu vois, j'ai un très bon ami par exemple qui est dans le top 3, tu vois, au niveau force athlétique en France et qui généralement fluctue, je crois, entre 135 et 150 kilos. Ouais. On s'entraîne dans la même salle, donc les gens ils adorent ce débat. Les gars, entre Maxime et ce mec-là, c'est qui est un qui? Je dis bah écoute, en fait ça dépend de la situation, parce que si ça se trouve je peux lui mettre un crochet pleine balle et le mec va tomber, tout comme ça se trouve il va l'encaisser et quand il va me renvoyer, je sais pas ce que ça va donner, tu vois, c'est moi qui vais peut-être tomber. Donc le physique compte un petit peu quand même. Après comme tu dis, je pense que c'est surtout un côté psychologique, un côté à savoir, tu sais, mettre son cerveau sur off et se dire c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui romantisent ça avec le film Fight Club. C'est vraiment tu viens exorciser tes démons, tu vois, c'est-à-dire toutes tes frustrations, c'est champ libre, quoi. Alors après, forcément, tu vas pas planter le mec, tu le mords pas, etc. Il y a un peu de cadre, mais voilà, sur un temps imparti, tu peux bastonner le mec un peu comme tu veux, tu vois, tu peux mettre des coups de tête, des pénaltys, coups de coude, etc. Légalement, tu peux pas faire ça, tu vois, t'as pas le droit, tu fais ça, dans la rue, tu finis en prison, tu vois, et je pense un peu le Valet Tudo il y a 20 ans, c'était un peu ça finalement. Ouais, c'est un peu ça. Un round de 20 minutes, voire 30 minutes, je me souviens, c'était ça. Alors au Brésil. Nous, en fait, on n'a pas vraiment de round, en fait, c'est ce qu'on appelle à l'élimination, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs en face peuvent abandonner quand ils veulent, donc ça peut être au bout de 20 secondes comme au bout de 5 minutes. Toi, quand le mec il tape, t'es tenu, en fait, on va dire que t'as un ou deux coachs, on va dire des garants pour ta sécurité, c'est-à-dire que si le mec d'en face il est en train de te piétiner, si ton coach il dit hop, l'autre il te lâche et il passe sur quelqu'un d'autre, donc c'est quand même il y a jamais de dérive ou de blessure grave, tu vois. Ouais, mais regarde, toi t'es un mec objectivement éduqué avec beaucoup de principes, je pense, mais qu'est-ce qui te garantit que dans les 10 gars contre qui tu vas te taper, il n'y a pas un connard, pour parler clairement, qui vient pour plus, quoi, qui vient pour prendre une vie, ou qu'est-ce qui te le garantit? Il n'y a rien qui te le garantit, et j'ai même envie de te dire, il y a des fois que tu le cherches pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des équipes, en fait, c'est-à-dire qu'on s'accorde mutuellement, après ça c'est généralement c'est les capitaines des équipes qui se contactent, mais il y a des fois tu prends même une équipe parce que tu as un motif de grief contre eux, tu vois, il y a quelque chose à régler au niveau foot, parce que dans le passif, il y en a un qui a chopé la nana, enfin ça peut partir de... Mais regarde, tu parles de niveau rien, foot, tu vois. Mais tu mets ta vie quand même en jeu, au final, un peu, parce que tu n'es pas à l'abri d'un mauvais coup, même si toi tu vas me dire que non, que visiblement non. Mais tu mets ta vie en jeu pour un club de foot, s'il y a des griefs au niveau foot, mais tu n'en as rien à carrer du foot, toi tu l'as dit tout à l'heure. Tout à fait. Ouais, moi après là pour le coup, et justement c'est pour ça que ce milieu, quand je dis civil, je dis hors de l'armée française, que je m'y suis finalement plus apposé, tu vois, parce que c'est plus là que j'ai retrouvé la fraternité que je cherchais socialement, tu vois, des mecs sur qui tu peux compter, des mecs avec qui tu vis des moments forts, parce que c'est vrai que comme tu dis, tu vas un peu à la guerre quand même si voilà, faut rester humble, hein, on sert pas la France, tu vois, on n'est pas aussi héroïque que des vrais soldats français. Mais voilà, c'est vrai que tu mets ton intégrité physique en jeu. Ouais. Après, c'est un choix personnel, hein, tu vois. C'est un consensus, je pense, moral à faire avec toi-même. C'est toi et toi. Tu te dis, ok, je suis prêt à faire ça. Je connais les risques. Tu vois, j'en ai vu des mecs il y a plusieurs fois. Et d'ailleurs, nous, l'équipe de Rennes n'a pas eu de bol. Beaucoup de fois dans les équipes d'en face, les mecs se relevaient. C'est-à-dire que normalement, quand t'as tapé, tu restes au sol et t'as pas le droit du coup de
Et on en a vu, hein, des fois, les mecs, tu vois, il n'y a plus personne qui regarde, les mecs ils se relèvent, ils viennent te choper par derrière. C'est pas cool, mais ça va, franchement, moi personnellement, j'ai déjà eu des enflures comme ça. Bon, après, voilà, à part des traces de savate sur la tête, j'ai jamais eu de dérive, ni certains de mes collègues. Donc ça va. Après, je sais que nous en France, ça reste quand même soft, hein, on est plutôt réputé comme pas tant que ça. En Europe, tu vois, il y a des pays comme la Suède, la Pologne, la Bulgarie, où les mecs sont vraiment 10 fois plus chauds, 10 fois plus entraînés, 10 fois plus violents. Et alors, je suis pas au courant de tout. Et je pense que s'il y a des choses vraiment graves qui se passaient, on l'entendrait pas. Mais par exemple, dans les affrontements urbains, et je te parle de ça même dans des pays comme la Grèce, hein, il y a déjà eu des morts, ouais. Donc là, c'est encore un peu différent. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai jamais évité la rue, mais que j'ai fait en sorte de pas forcément toujours être présent, parce que j'aime pas trop ça, tu vois, les trucs vraiment déloyaux. Même franchement, tu me balances mec, sort une lame ou un truc. Ouais, c'est ça, tu me balances une pinte en pleine gueule. Franchement, je vais rigoler et moi, je vais prendre la chaise à côté et je vais te la balancer dessus. Mais voilà, c'est ça, sortir une lame, tout ça. Oui, mais encore une fois, qu'est-ce qui te garantit que dans un champ en 10 contre 10 ? Rien du tout. C'est vraiment une recherche d'adrénaline aussi, ça, faut être clair là-dessus. Est-ce que vous vous alcoolisez ou drogue avant pour désinhiber un petit peu ou... Il y en a. Alors, je parle pas forcément pour le Stade Rennais. Chacun partout fait comme il veut. Je sais qu'il y en a qui... En fait, il y a beaucoup, tu sais, mais je pense que ça, tu l'as vu, c'est une question humaine. Avant n'importe quel événement un peu stressant ou un peu important, mais dans tous les sports, t'as recours à... Enfin, c'est con, hein, mais à notre échelle, ça peut être un pré-workout, tu vois, pour être sûr que tu vas assurer et que tu vas être prêt. Et ouais, comme ça peut être de la cocaïne, ça peut être un flash d'alcool, ça peut être plein de choses. Moi, personnellement, alors pour être transparent, au début, que ce soit ces combats-là ou même mes premiers combats, j'aimais bien avoir un petit coup d'alcool, mais vraiment léger, tu vois, un peu de whisky, un peu de vodka, tu sais, ça te met, c'est vraiment psychologique. Je vais pas dire que ça m'a, au contraire, en plus c'est pas super bon pour la fluidification du sang, tu vois, mais moi je sais que ça me met ce petit coup de chauffe et ça me donnait le départ. C'est ça le secret de Orsou Corsou, c'est un flash de Label 5. Ouais, et des fois c'était un peu honté comme ça, c'était un petit mix soda, Label 5 ou Smirnoff, et ouais, voilà, ça te met le coup de chauffe, c'est tout. Je pense que chacun a son rythme, tu vois, je priais aussi avant, c'est vraiment personnel, tu vois. Mais ouais, par contre, il y en a, et tu le sens beaucoup. Il y a vraiment une atmosphère, je te mens pas. Si je peux être transparent là-dessus, j'ai toujours plus stressé avant des combats comme ça qu'avant n'importe quel combat officiel, KOTS, etc. Tout simplement parce que, comme tu dis, ça me choque pas, en fait, finalement, je m'en rends compte quand j'en parle avec ce que tu disais. Ouais, c'est vrai que tu mets ton intégrité physique en jeu, et puis même, en fait, surtout qu'il n'y a pas de règles, parce qu'on va dire, dans l'idéal, il y a 15 personnes en face de toi, t'es 15, chacun aura un vis-à-vis. Mais tu peux très bien te retrouver contre 3 gars, et enfin, tu vois, et inversement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de standard, tu vois. Même c'est un 6 contre... Ouais, c'est ça, surtout en plus au fur et à mesure, toi que par exemple que tes camarades se font éliminer, tu vas forcément être en sous-effectif numérique, donc tu vas te retrouver dans ce genre de situation. Donc c'est vrai que ça m'a toujours plus mis en situation de stress, un bon stress, tu vois, j'ai jamais eu peur, tu vois, j'ai jamais, au pire tu vas pisser 10 ou 15 fois avant le truc, tu vois, mais ça va, c'est le pipi de la peur, tu vois, c'est-à-dire que t'as ce frisson, tu tremblotes un peu et tout. C'est pas mauvais, c'est le bon frisson, tu vois. Mais je sais que ouais, t'en as qui ont vraiment besoin de combattre cette petite peur, tu vois. C'est-à-dire qui ont besoin de se poudrer le nez, qui ont besoin de... pas pour mon équipe, franchement, on a toujours été des campagnards vachement courageux. Mais ouais, je sais que, et notamment en face, hein, des fois on le voyait, tu vois que les mecs ils sont pas dans leur état normal, ils ont besoin de s'animaliser ou de se démoniser. Après... Peut-être même, j'imagine, certains qui sont sous stéro, et on le sait, tu vois, le fameux Roids Rage, tu vois, qui augmente l'agressivité de par l'élévation de la testo. Franchement, en France, on est très... T'es en train de me dire que vous êtes les bisounours des hooligans ? Hein ? T'es en train de me dire qu'en France, vous êtes les bisounours des hooligans ? Franchement, on est les chevaliers des hooligans. On est vraiment les mecs, franchement, où il y a jamais... Quand je te parle vraiment de la forêt, parce que comme je te disais, pour moi, la forêt et la rue, c'est deux mondes différents, mais j'ai jamais ouï dire que des mecs en forêt, c'était dopé pour les combats, qui ont bu ou qui ont sniffé, je pourrais pas te le confirmer, mais c'est vraiment très très soft en France. Ça me choquerait pas. Il y a vraiment cette culture-là. Non, Quand t'es... Tu vois, je me dis, si tu pousses la réflexion, tu es dans une démarche extrême déjà de base. C'est ça, c'est exactement ça. Tu vas, entre guillemets, te battre et peut-être perdre la vie ou un œil ou...
bon, j'ai envie de dire, t'es plus à un rail de coke près, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, je sais que, comme je te disais, dans des pays, plus pays de l'Est, ou même pays scandinaves, je sais qu'ils ont vraiment le recours, j'ai presque envie de te dire direct, tu vois. C'est pour ça que je te disais que généralement, même des fois, les limite le coach dans le vestiaire, il y a une table, enfin, il n'y a pas de vestiaire parce que c'est dans les bois, mais, chacun son rail et on y va, les gars, quoi. C'est un peu ça, et je sais que les Hollandais, ils sont vachement réputés pour ça. Après, c'est un peu la patrie aussi, où les drogues se légalisent, etc. Mais c'est même pour ça que je te disais, il y a même des fois, c'est pas qu'on a peur, entre guillemets, ou quoi, c'est que les affrontements se font pas, parce que par exemple, tu as des équipes, comme je disais, en Pologne, où les mecs font tous 130 kilos, et où nous, par exemple, sur 15 mecs, t'en as à peine 2 qui excèdent 100 kilos, tu vois. C'est pas du tout, il y a des fois, on joue pas dans la même catégorie. Et du coup, quoi, tu vois. Vous faites face et votre coach va dire non les gars, on prend pas le combat? Ah non, une fois que t'y es, parce qu'en fait tu fais généralement tu te retrouves à mi-chemin. Donc si les mecs par exemple ils viennent de Varsovie, après je sais que les étrangers, enfin du moins les Européens, ils aiment bien qu'on se rejoigne, tu sais, dans des villes emblématiques, tu sais, comme ça après ils visitent la France. Mais non, en fait, après, une fois que t'y es, tu vois. Mais ça se décide rapidement à distance, du moins, parce que voilà, ton coach, s'il a pas envie de t'envoyer au Suicide Squad, il sélectionne un peu, tu vois. Et puis il faut être, c'est un peu comme un combat aussi, tu vois. Il faut que le matchmaking, faut être honnête avec toi-même, tu vois. Moi, je sais que il y a pas tant de hooligans que ça, et même en Europe, qui sont de bons combattants. Je veux dire, qui à côté sont des boxeurs réputés. Tu veux dire? Ouais, c'est ça. Mais je suis pas à l'abri, comme je te disais, qu'il y en ait un qui me mette une séchante, tu vois. Je sais que grâce au KOTS, dans ce milieu hooligan, j'ai acquis une vraie notoriété. Mais je connais pas tous les mecs dans toutes les villes d'Europe. Qui peut même te porter. Ah, tu peux même être une cible du coup, j'imagine. Si tu fais toujours ce genre de combat hooligan ou pas? Non, c'est fini. Je dis pas que j'en referai plus, mais pour moi ça représente aussi quand même maintenant un risque, tu vois, parce que en fait tu peux vite te casser les mains, les doigts, des blessures un peu à la con, et franchement j'ai même envie de te dire que ça me manque très souvent. Ça me manque très souvent parce qu'en tant qu'homme, comme je te disais, en tant qu'homme qui cherche un peu l'extrême, et t'as besoin de ça, comme je te dis, t'en as que ça va être la drogue, t'en as c'est même le métal, t'en as c'est le saut en hauteur, etc. Enfin, chacun a son truc pour se démoniser. Moi, c'était vraiment ça. Mais t'es pas en paix déjà un peu là parce que je pense qu'en termes de mecs qui portent ces baloches, t'en as déjà fait plus que 99% des gens globalement. Ouais, mais... Et t'as pas déjà cette paix de te dire, ok, je sais que je suis capable d'assumer ça, je sais que je me suis déjà confronté à des mecs dans un bois. C'était ma vie d'avant, je m'en suis bien sorti, Dieu merci, et maintenant je fais des trucs plus... T'as pas complètement tort, et même aussi, j'ai même envie de te dire, il y a aussi une influence de mon entourage sur ça, tu vois, et... Alors après, j'aime pas forcément ce genre de réflexion, parce que t'en as beaucoup qui te disent, ah mais t'es papa maintenant, tu peux passer sur des choses sérieuses, et du coup, tu les regardes, c'est quoi, c'est pas sérieux, je suis un gamin, je suis un barré. C'est quand même un peu péjoratif de le dire comme ça, mais je peux comprendre la démarche, parce que voilà, les gens ils vont te dire que t'es pas payé, t'as aucune reconnaissance. C'est quoi l'intérêt, tu vois? L'intérêt, tu le définis personnellement. Moi, comme je disais, c'était de faire monter l'équipe de Rennes. Je voulais qu'on dise, putain, en fait, on attrape un mec du 10 de Rennes. Je me fais, tu vois, tu te fais tordre, tu vois, c'est peu importe lequel, ou du moins quand tu tombes, t'as pas envie, tu vois, de blaguer avec ces mecs-là. Et à titre personnel et à titre collectif. Après... Il y a toujours ce sentiment de j'ai pas fait ça, tu vois, justement on s'est battu avec des mecs de pas mal de pays, il y a des pays qu'on n'a pas fait, il y a des équipes qu'on n'a pas challengées, et je me dis toujours faut y aller, tu vois, on l'a pas encore fait. Après, je veux dire, on pourrait aller jusqu'en Russie, tu vois, mais ouais, c'est vraiment, je pense que je suis un mec qui a pas mal de bipolarité sur ce genre de sujet. C'est-à-dire, il y a des jours de ma vie où je me dis, putain, je suis super bien chez moi, au chaud, boire un café avec ma famille, élever ma famille, tout ça. Et d'autres fois où je me dis, putain, j'ai pas envie de me réveiller là, quoi. J'ai envie d'être dans une voiture dès 6h du mat, en route pour aller me castagner. Ça dépend un peu de l'humeur du jour, des fois, je te mens pas, c'est assez versatile. Et donc, ta plus grosse blessure, c'est quoi, toi Dans ces combats-là? Ouais. Ouais, je crois fracture du doigt, truc comme ça, ou peut-être une commotion cérébrale, parce que c'est déjà arrivé à la dernière, c'est pas celle où j'ai été le plus glorieux, parce que j'ai pas pété aussi, je pense, de bol. Alors pas dans ces combats-là, non. Franchement, je te mens pas, j'ai pas été beaucoup touché dans ces combats-là. Limite, t'es banquier, le lendemain à 8h, tu peux être au bureau, ça se voit pas, quoi. Ouais, un petit peu ça, ça se voit souvent sur les mains, c'est pour ça que j'ai des mains très abîmées, mais qu'on me dit toujours, ça c'est pareil, des fois, pas tendance à le prendre mal, mais c'est un peu piquant, si on te dit, ah, mais t'as pas la tête d'un boxeur.
Ouais, c'est parce que je touche plus que je suis touché, tu vois. Bah ouais, c'est classe ça en l'occurrence. Ouais, c'est une bonne réponse. Mais c'est vrai que non, j'ai pas. Généralement, je prends la première, tu vois, et moi j'adore. Généralement, après, je rigole, ça me fait sourire. Je me dis, ah putain. Ça galvanise de prendre un pain, non? Exactement. Ouais. Tu sais, t'as vraiment cette expiration qui fait. Et t'es dedans, en fait. T'es vraiment full focus. De voir, dedans. j'en ai pris une, je suis toujours debout. Ouais, et en fait, même. Maintenant, c'est à moi, quoi. C'est super rassurant parce que, en fait, personnellement, je sais que les gens prendront ça pour de l'orgueil, mais on peut pas trop me faire tomber, tu vois. Donc, généralement, je prends la première et je me dis, ah ouais, et c'est arrivé, tu vois, des fois, des mecs de 115, 120 kilos, je la prends, tu vois, ça te secoue un peu. Tu dis, c'est tout. Ouais, c'est ça, il est capable que de ça. Et toi, après, quand tu renchaînes, tu vois, même plus léger ou plus expérimenté ou quoi, tu le sèches, et là, tu te dis, allez au suivant, tu vois. Donc ouais, non, franchement, c'est un beau monde et après je pense qu'il n'y a qu'en interne que tu peux vraiment le comprendre ou que tu peux vraiment le légitimer. Moi je suis un mec qui est super ouvert, tu vois, même toi, si tu me disais, je sais pas, je trouve ça un peu fou, même peut-être à tendance un petit peu con-con, je vais te dire franchement, Vince, t'as pas tort, on est un peu con, mais on est barré, on aime ça. Non, je me permettrais pas de dire con parce que c'est pas... Enfin, ça serait te manquer de respect. Et comme tu l'as dit, en fait, et moi vraiment, ça je l'ai vu à titre perso, quand des fois je faisais des trucs où mes proches me disaient que c'était absurde ou idiot de le faire. En fait, ce qui est bien, il n'y a que toi qui sais ce qui est bien pour toi au fond de toi, tu vois. Et comme tu l'as dit, tu as des démons peut-être à expier ou t'avais. Et non, je pense qu'on peut que se garder de te juger, tu vois. Après, moi qui suis papa aussi comme toi, c'est vrai que je trouverais ça dommage au fond de moi de priver mon fils de père. Parce que je suis allé me battre dans la forêt, entre guillemets, gratuitement, et bah, je suis mort, tu vois. C'est encore différent de tu te bats dans la rue parce que tu as secouru quelqu'un et tu as pris un... Tu vois, il y a... Dans la hiérarchie du chevaleresque, je dirais que, tu vois, défendre quelqu'un, c'est... Et on en parle, parce que dans le podcast avec Jérôme, tu parles aussi que des fois, tu aimes bien t'interposer quand tu vois des injustices dans la rue. C'est un peu plus chevaleresque que d'aller se marbrer dans les bois, tu vois. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, tu vois, j'avais fait un parallèle et c'est drôle parce que franchement, j'en ai jamais parlé, je crois, et publiquement, c'est jamais trop sorti. J'avais été interviewé par Omerta Media, je sais pas si ça te parle. Ouais, bien sûr. Qui justement avait fait ce parallèle en fait entre l'ultra-violence qu'on trouvait socialement en France et du coup moi un peu mon rôle justement quelqu'un qu'on peut assimiler à de l'ultra-violence, quand je dis gratuite c'est voilà Fight Club, Hooligan, etc. Et je leur ai dit en fait ouais c'est un peu aussi la préparation réelle, tu vois, c'est à dire que enfin tu me parlais justement de moi je suis papa, tu vois, je vais peut-être pas privé, mais toi ça c'est ce que tu peux décider pour toi. Malheureusement, je suis croyant, donc je pense que Dieu a un plan pour nous. Et il y a aussi des gens qui court-circuitent ça, tu vois. Il y a des mecs qui se font chlasser dans la rue gratos. Et là, c'est de plus en plus d'ailleurs. C'est ça. Et là, c'est lui qui privera ton fils de père. Et toi, t'auras rien cherché du tout, tu vois. Ça veut pas, je dis pas du tout que t'as fait des combats en forêt, t'es immunisé. Hein. Enfin, moi, je vais prendre un. Non, mais t'auras une propension à pas reculer. Plus que la moyenne, évidemment. Ouais, finalement, tu te dis de toute façon, tu peux aussi te faire demain écraser par une voiture. En vrai, on est dans une société qui est quand même de plus en plus menaçante, alors que paradoxalement, on essaie de l'aseptiser, tu vois. Donc, je pense que justement, qu'on cherche à endormir beaucoup les gens en leur faisant croire qu'on est dans des safe spaces un peu partout. Ouais, endormir l'aspect masculin, viril. Ouais, et puis l'aspect surtout primal, sauvage. Je sais qu'on a beaucoup ce mot en commun, on l'aime beaucoup. Et moi, je le vois pas d'un mauvais œil. J'ai même envie de te dire que j'aime bien, tu vois, être des fois dans des villes. Moi, à titre personnel, après, franchement, pour être transparent, j'aime immuniser ma famille contre ça. Mais j'aime bien être dans des villes, des fois, où, tu sais, on dit, ouais, attention, là, ça craint, etc. Ouais, mais s'il n'y a pas de danger, t'es plus conscient. S'il n'y a pas de danger, tu t'endors, tu vois. Et il te faut ça quand même pour rester réaliste. Ben moi, je le vois à Dubaï, tu vois, qui est la ville qui est réputée pour être la plus safe au monde et tout. Et des fois, je me le dis, c'est pas la vraie vie. Et quand je reviens, comme par exemple là en France, ben je me rends compte que tu vois, t'es confronté à des trucs que tu oublies quand t'es à Dubaï. Tu sais, des regards où tu sais, quand t'es un homme conscient, enfin moi, tu vois, je marche jamais dans la rue avec des écouteurs, je suis dans mon monde, tu vois, des trucs absurdes qui font que tu te mets en cible potentielle pour tout le monde alors que c'est pas spécialement utile. Bah tu croises des regards où tu te dis lui potentiellement ça peut être un mec un peu vindicatif ou tu vois, ce que t'as pas à Dubaï et au final oui il faut garder à l'esprit que la société c'est quand même des prédateurs qui plus ou moins bien intentionnés. Et je voulais revenir sur le côté violence gratuite, je suis pas d'accord je pense pas que ce que tu fais soit de la violence gratuite parce que ça serait plutôt user de ton statut de mec solide, grand, fort, avec beaucoup d'expérience dans la bagarre pour victimiser des gens qui t'ont rien fait. Ça serait de la violence gratuite, tu vois, aller dans un bar
gifler un petit parce que je sais pas, enfin gratuitement, ou tu vas mal parler à quelqu'un dans le métro. Et je pense que c'est à l'inverse, c'est ce que tu combats, et c'est ce genre de choses que. Donc c'est pas de la violence gratuite, c'est une violence arrangée entre. Non, c'est ça, c'est ce que je disais, ouais, c'est pas gratuit, c'est légitime ou pas, mais du moins ça touche personne qui. Tout le monde est d'accord. Ouais, exactement. Et à partir de là, bon, je suis pas sûr que je suis pas sûr que la morale ait quelque chose à faire dans le contexte, en fait, dans la mesure où. Non. Voilà, c'est arrangé, tout le monde est consentant. Bon, bah ma foi, vous faites ce que vous voulez, quoi. C'est complètement. Tu vois, par exemple, je sais pas, l'échangisme dans la sexualité, c'est quelque chose qui est mal vu, je pense, pour beaucoup de monde. C'est pour beaucoup amoral. Immoral, je sais pas quel est le terme le plus adéquat, mais en soi, tu peux pas réellement juger, dans la mesure où tous les gens qui sont dans ce club échangiste sont consentants, et ils font ce qu'ils veulent, au nombre qu'ils veulent, avec les accessoires qu'ils veulent. On en rit ou pas, mais dans le fond, qui on est pour juger, si tu veux. Je te rejoins totalement, tu vois, moi c'est drôle, c'est un peu le phénomène, c'est les trucs un peu hard style, soirée techno, etc. Perso, je déteste ce genre de musique et l'ambiance me convient pas. J'ai plein de potes qui y vont, et au début je rigolais, j'ai jamais été trop dans le jugement, ni un mec qui tacle fort. J'aime bien piquer des fois, ou quand on me donne mon avis, je suis 100% franc. Et je leur disais, ouais, mais en fait, les gars, franchement, si vous êtes dans un hangar, que vous faites votre teuf, machin, vous emmerdez personne et tout. Ouais. Moi, je m'en fous, tant mieux pour vous. Au contraire, si vous kiffez, tu vois, des fois, t'entends les musiques, tu vois les soirées, tu vois que les mecs ils se régalent. Moi, c'est génial, le mec il fait ce qu'il veut, tant mieux. Ouais. Non, tant que tu portes pas atteinte à l'intégrité d'autrui, ou. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Bon, on va en venir au Barnacle un petit peu. Ouais. Alors attends, j'avais une citation qui, je sais pas pourquoi, c'est pas synchronisé sur mon iPad. Ouais, donc c'est une citation du film Fight Club, justement. Ok. Le Fight Club n'est pas une solution, c'est une réaction. Du coup, ma première question, c'est si on suit ce raisonnement, c'est une réaction à quoi pour toi? Pour moi, comme je te disais, c'est une réaction à... Alors, en fait, à beaucoup de choses. Franchement, là, tu me donnes envie de parler pendant 4 heures avec toi. C'est une réaction à beaucoup de choses. Déjà, je vais le prendre en tant qu'individu parce que j'aime beaucoup cet axe qu'il y a là dans le film. Tu sais, moi, si justement, pour moi, le seul axe intéressant, c'est l'individu, vraiment le psychisme individuel, tous les leviers de mécanisme qui poussent les mecs dans ce film-là, tu vois, à faire partie du Fight Club. C'est... Comme je dis, quand t'es un homme, t'as besoin de réponses. Et je pense que je peux parler au nom de tout le monde, même si j'aime pas le faire, en disant qu'on a tous besoin de réponses à plein de choses. On se pose des questions perpétuellement, tu vois. Et j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si tu as regardé la série Kingdom avec Franck Grillo. Non. Génial, franchement, cette série. Franchement, pour tous les téléspectateurs, regardez-la, c'est génial, vous n'allez pas être déçus. Il y a un passage où Franck Grillo dit tous les hommes, et notamment les combattants, veulent savoir qui ils sont. Est-ce que je suis taillé pour ça? Est-ce que je suis plus fort que lui? Est-ce que je suis capable de ça? On se pose plein de questions et ça c'est transposable à peu près tous les domaines de compétences. Donc je pense qu'en fait en tant qu'homme on a besoin de savoir de quoi on est capable, tu vois, un petit peu de quel fer on est forgé. Et il n'y a aucun jugement de valeur, tu vois, moi je suis pour que tout le monde ait sa place dans la société. Et qu'il y ait une hiérarchie, tu vois, c'est comme dans une organisation comme l'UFC, t'as le top 10 et tu peux être 150e aussi, tu vois. Et pour autant, t'es pas moins bon, tu vois, t'es juste à ta place. Et je pense en fait que t'as besoin de trouver ta place dans la société, t'as besoin de savoir qui tu es. Si t'es un mec non violent, y a pas de souci, hein. Enfin, tu vois, c'est juste un peu tant pis pour toi, parce que on sent un peu de dérision dans le pas de souci quand même. Un petit peu. Bah forcément, moi je vais te dire, tu vois, c'est un peu dommage, parce que peut-être que tu seras amené à être père de famille, ou peut-être juste petit copain. Il faut quand même en tant qu'homme, tu vois, avoir cette stabilité à pouvoir défendre les tiens. Après, c'est pas grave, peut-être que tu as les moyens de vivre dans un pays ou dans une société, dans une ville vachement privilégiée où il n'y a pas ce genre de soucis. Peut-être que ces questions-là, tu te les poseras jamais, tu vois. Et tu as peut-être à côté d'autres trucs plus importants à gérer. Mais ouais, j'aime bien ce côté psychique vraiment où tu as besoin de savoir qui tu es, tu as besoin de savoir de quoi tu es capable. Moi, personnellement, ces réponses-là, je les ai trouvées. Et c'est d'ailleurs pour ça, tu vois, que je suis plus tourné vers la voie officielle. MMA maintenant, on y viendra dans un second temps. Barnacle type BKFC. Parce que j'ai trouvé ces réponses-là, je sais qui je suis, je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je veux. Voilà, j'ai réussi à définir ce genre de choses. Et de l'autre côté, je disais que je parlais du côté individuel, ça c'est plus en tant qu'individu et personne.
Du côté social et collectif, je pense justement que c'est une réaction à... Pour moi, on cherche vraiment à diminuer, notamment en France, la violence, la criminalité, etc. On le dit pas, mais je pense que si on regarde les statistiques, il n'y a jamais eu autant de détenus. Les chiffres de la criminalité, peu importe le domaine, hein, que ce soit vol, viol, meurtre, agression en tout genre, ils ont été multipliés par, je sais pas, 10, 15. Je suis sûr qu'on pourrait même revoir ça à la hausse. C'est une réaction à ça, tu vois, c'est une réaction à... alors après, c'est pas comme si y avait, je sais pas, la grand-mère qui s'est fait voler son portefeuille contre son agresseur. Mais voilà, comme je disais, c'est aussi peut-être une façon de pouvoir s'immuniser un petit peu, du moins partiellement, à ce genre de choses, tu vois. C'est-à-dire que voilà, je sais pas, t'es avocat, on sait que quand tu sors de ton bureau, on sait que c'est un mec qui pèse financièrement, donc on sait que, je sais pas, il y aura peut-être des racailles qui vont t'attendre pour te tirer ton portefeuille ou quoi. Bah toi, tu sais que t'es prêt à un conflit direct. C'est plutôt une bonne chose, tu vois. Après, comme je disais, ça, chacun le définit pour soi. Mais moi, je préfère être un mec qui est préparé à peu près à toutes les situations, même si, comme je te disais, je peux même pas dire... est-ce que j'ai géré, tu vois, j'ai une anecdote qui est vachement aléatoire sur ça. C'était il y a quelques semaines, je crois, à peine. J'étais dans le patelin, dans un patelin occitan, tu vois, j'allais récupérer ma voiture au garage comme vraiment monsieur tout le monde. Petit accrochage, tu vois, avec un mec qui lui m'a un petit peu trop collé au cul en voiture, tu vois, donc bah, forcément, toi, je peux pas accélérer, tu vois, t'es sur la départementale, le mec me double, enfin bref, il fait tout un pataquès. Le mec me fait signe de m'arrêter sur une voie de bus, mais vraiment en pleine Mauvaise campagne. pioche. Ouais, tu vois, mais après... Enfin, je pense que, tu vois, j'ai pas non plus une tête de gros tolard, machin, donc franchement, quand on me voit habillé, je sais pas si je fais plus peur qu'un autre, hein, tu vois. Justement, moi, t'es le côté un peu chauve, barbu comme toi, limite, mais bien. Bah moi, bien chauve, je t'avoue que j'ai pas le choix, hein, sinon ouais, j'aurais la même coupe que toi. Je pense que ça impressionne plus, comme tu disais, je pense que je peux aussi être looké le genre idéal, tu vois. Ouais. On s'arrête et en fait, le mec, il descend, mais directement avec un couteau, même pas encore d'échange verbal, rien du tout. Et en fait, comme le mec m'avait dépassé, qu'il avait pilé et tout, c'est lui qui m'a mis en danger. C'est lui qui est arrivé comme une balle derrière, qui aurait pu me refaire le pare-choc arrière, tu vois. Le mec, il descend avec un couteau, tu vois. Je te mens pas, j'ai pas compris. Surtout qu'en plus, moi, pour être franc, comme je te disais, j'essaie de prémuniser ma famille contre, quand même, tu vois, des villes trop violentes. Ouais. Donc on est vraiment dans une ville qui est quand même vachement safe, qui est une petite ville, etc. Je m'attendais pas à ça. Là, c'était un village, je sais même pas si t'as 1000 habitants, tu vois. Ouais. Et le mec me sort un couteau. Et franchement, je te mens pas, ça m'a fait drôle parce que, comme je te disais, je suis obligé de jongler aussi entre deux facettes de moi-même, la facette quand même assez violente et assez primale, et voilà, la facette père de famille, je veux dire... Citoyen, quoi. ouais, c'est ça, je veux dire, je me réveille pas en me mettant des claques, et avec du pain rassis et de l'eau, tu vois. On aime tous notre confort, et en fait, je me suis retrouvé presque à me dire, oh, putain, ça faisait longtemps, tu vois. À l'attendre, mais aussi à me dire... putain, tu vois, c'est pas, enfin, je pensais pas du tout que ça arriverait ici, comme ça. Après, à partir du moment où le gars te fait signe de descendre, tu te doutes que c'est pas pour... Ouais, mais en plus, le mec, alors j'ai pas bien vu, tu vois, parce qu'il avait les vitres un peu teintées, mais quand il est descendu, je vois un mec, franchement, grosso modo, il devait avoir entre, je sais pas, 45 et 55 ans, tu vois, les cheveux bien grisonnants. Je me suis dit, putain, improbable, quoi. Ouais. Le mec sort un couteau, il s'approche comme ça, dis pardon, etc. Moi, je tombe des nues, je me dis, putain, mais dis pardon. Pardon de quoi, tu vois, c'est toi le chien. Et j'ai dû lui mettre une patate et... Direct, on veut savoir. Bah ouais, Régale. parce qu'en fait, le mec, il est arrivé directement avec la lame vers moi et je te mens pas, enfin, je pense que c'est comme ça, enfin... Les gens doivent se dire, ah putain, le mec il se bat dans la rue, machin, il est serein. Ah, j'étais pas serein du tout, gros. Franchement, j'ai vu un Opinel assez long, tu vois, quand même, vers moi. Je dis, mec, là, en plus, moi, du coup, je rejoignais ma famille, tu vois. Et mec, tu peux pas là rentrer chez toi, ou ne pas rentrer chez toi, mais rentrer sanglant avec le couteau dans la poitrine et tout. J'ai enclenché direct avec une droite, le gars est tombé, penalty dans sa bouche, et j'ai même pas cherché à le finir, parce qu'en plus, le mec avait toujours le couteau dans la main. Après le penalty, il avait encore le couteau ? Ouais, je suis remonté dans la voiture, j'ai mis la première, je me suis dit, putain, mec, là, t'as eu de la chance ou du talent, tu as mis une patate, une séchante, il est tombé, penalty. Je vais pas aller plus loin, tu vois. Et là, comme tu disais, je pense qu'il y a aussi ce côté famille un petit peu qui joue. Tu te dis, j'ai envie d'aller serrer ma fille contre moi, tu vois. J'aurais été trop gourmand, je pense, tu vois, de retenter un truc. Peut-être que le mec se serait retourné, paf. Et là, tu fais quoi ? T'es juste Maxime Bellamy, t'es un homme comme un autre, qui pisse comme un autre. T'as la peau tout aussi solide qu'un autre. Je suis pas immunisé contre les balles, non plus contre les couteaux. Ça valait pas la peine, tu vois. Et je pense que cette ultra-violence-là, surtout dans un petit patelin comme ça, c'est quelque chose qui paraît anodin, mais qui ne l'est pas. Transpose-le à une ville où il y a 10 000 fois plus d'habitants et de faits divers.
et t'as compris l'équation, quoi, tu vois. En fait, c'est un acte du quotidien, c'est même plus... Et le mec, tu pensais qu'il était déterminé à en faire usage ou... Après, comme le disent, entre guillemets, les experts de Celtier, ils disent toujours... sortir le couteau, c'est déjà trop tard. Enfin, ouais. Je suis d'accord avec ça et pourtant je suis très d'accord avec Diabaté hein, sur la brigade anti-mytho. Tous les mecs comme ça, j'aime pas trop parce qu'en fait, comme je dis, c'est vraiment imprédictible. Et comme je te dis, moi, pour autant, j'aurais pu prendre le coup de couteau sans le voir venir. Tu vois, le mec, il l'a pas planqué pour le coup. En fait, c'est ça que j'ai trouvé vachement menaçant, c'est qu'il est arrivé directement. Tu vois, la lame en bas, le mec il te dit dis pardon. Tu te dis ok, bon, si je dis pardon, je sais pas, peut-être que je vais. Bon, je suis pas du genre à dire pardon et encore moins pour quelque chose que j'ai pas fait. J'aurais été très con, j'aurais dit excuse-moi, j'étais un peu con, tu vois, j'ai voulu rusher. Quoique, il m'aurait quand même déjà bien excité. Du coup, en me faisant l'avocat du diable, pour les gens qui nous regardent, est-ce que la raison, ce serait pas dans tous les cas, même encore une fois, parce que tu sais ce que tu vaux. Tu sais les mecs que t'as couchés, tu sais que t'as les couilles de faire tout ce que t'as fait. Est-ce que dans ce contexte-là, je suis sur le chemin pour aller rejoindre ma petite et tout, il n'y a pas ce côté, je mets mon ego de côté. Ok mec, pardon. Désolé, désolé. Ouais, parce que tu vois le couteau et que tu te dis, comme tu l'as dit, t'es pas à l'abri, qu'il arrive à te planter, qu'il te chope un bout de gorge. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, c'est drôle, j'en parlais avec ma mère, qui, tu sais, les mamans très maman poule, qui dit ah, mais c'est bon, t'aurais dû passer ton chemin, dire pardon. Tu peux pas. Tu peux pas. Moi, j'aurais vu un homme lambda qui aurait fait ça. J'aurais plus eu de la compassion que du mépris pour lui. Parce que j'aurais dit, ouais, peut-être que lui, il connaît pas ce genre de situation-là. J'ai déjà été confronté plusieurs fois à des couteaux, à des choses aussi un petit peu plus chaudes. Voilà, je me serais dit, le pauvre, quoi. Le mec, il est pas préparé, il a pas de bol. Il aurait fait ça, j'aurais dit, bah ouais, mec, franchement, on va rejoindre ta famille, tu vois, c'est pas grave. Par contre, après, j'aurais pas non plus assuré qu'il pourra se regarder dans le miroir en se disant, j'ai fait le bon choix. T'as fait le bon choix pour toi, mais ça c'est subjectif et moi personnellement ça aurait pas été le bon choix, tu vois. Et j'aurais préféré le prendre ce coup de couteau que faire le pas en arrière. C'est propre qu'à moi, mais ouais, je pense que il y a ça aussi. Tu te dis je suis en capacité de le faire, je vais le faire. Ou même franchement je te mens pas, j'ai pas réfléchi, c'est quelque chose d'instinctif. Mais du coup, c'est une habitude, c'est quelque chose que je m'entraîne toutes les semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, à taper, que ce soit un sac, un sparring partner. Bon, là, c'était un mec, tu vois. En fait, en soi, c'est un geste répétitif, tu vois. Je veux dire, c'est comme toi. Ouais, mais non, si tu fais un sparring, tu ne spares pas avec des couteaux. Enfin, alors tu vas me dire, dans les clubs de Krav Maga, les mythos, comme aiment les appeler Diabaté, tu vas enjoliver ça pour faire croire qu'on peut désarmer un couteau. Mais t'as pas des outils, toi, comme tu le dis, dans ta voiture. T'as pas eu le réflexe de dire je vais aller chercher la barre, la batte. Pour être totalement transparent avec toi, je suis un mec qui adore le poids américain. J'aime vraiment beaucoup ça, justement, parce que je sais cogner en plus, donc double bénéf, tu vois, quand ça impacte, ça tombe. Comme je te disais, j'ai pas fermé. Déjà, t'as une chevalière qui fait un peu office de poids américain, on va pas se mentir quand même. Je les porte pas tout le temps, et d'ailleurs, merci à Kalos, elle est magnifique, la chevalière. Mais non, en fait, tu vois, franchement, je portais pas ça, j'ai pas de couteau, pas de barre de fer, j'ai même pas de pied de biche, tu vois. Et mon cric, il est ridicule, tu vois, c'est un vieux cric Renault, tu peux rien faire avec, tu vois. J'étais pas dans cette, tu vois, j'étais pas dans cette optique-là, tu vois. Et je m'en suis même voulu, tu vois. Je me suis dit, ah tiens, tu vois, ça aurait été ta femme, ta mère. Elle aurait fait quoi, tu vois? T'avais pas de bombe au poivre, t'avais vraiment rien, tu vois. Et je me suis dit, tiens, d'ailleurs, c'est peut-être le moment. Donc là, la voiture est équipée, là. Oh, même pas, non, tu vois, franchement, non, tant que papa, il est là, ça va, mais papa, il est pas toujours là. Et puis papa, comme je disais, il est pas capable non plus de coucher 15 mecs, ou des fois des mecs bien si le mec sortait avec un pompe ou un truc, là... Qu'est-ce que je fais? Je me fais transpercer, c'est tout. C'est ça, donc, non, voilà, je l'ai fait parce que je sais pas, c'est... Ouais, tu l'as senti, que tu t'en es bien sorti. Mais non, ouais, après, puis même, c'est pas non plus ce que je préconiserais, tu vois. J'ai travaillé en sécurité, en boîte de nuit, dans des événements, etc. En fait, c'était ça ma question d'il y a 10 minutes. Enfin, c'était, est-ce que pour la majorité des gens qui nous regardent, c'est pas, de l'ordre du commun, tu veux dire, pour moi? Non, je vais pas dire ça. Franchement, ce serait mytho, parce que, comme je disais, en France, on est quand même un pays qui est... Enfin, il y a l'ultra-violence sociale, mais ça va, franchement, si t'as pas envie d'y avoir affaire, t'y es pas confronté tous les jours non plus. Moi, je vais pas faire le mytho, hein. Franchement, les 3/4 des soirs que j'ai fait en boîte de nuit, ça s'est très bien passé. J'ai giflé personne. Franchement,
Je crois qu'il y a qu'à Paris qu'on a pu me sortir des trucs, tu vois. Quand j'ai fait la sécurité autre part, franchement, ça s'est plutôt bien passé. S'il y a des endroits où ça a pu un peu partir en couille, mais franchement, non, ça va. Je vais pas jouer le mytho du tout. Je suis pas de cet acabit-là, tu vois, à dire ouais, si, c'est vrai, tu vois, je suis habitué, je désarmais des mecs au couteau. Non, franchement, moi en plus, je suis dans des villes assez rugby, tu vois. Souvent, c'est des mecs très cons, mais qui ont quand même bon enfant. Un peu pas paire de couilles. Les mecs, si tu les calmes, après, ça se passe bien, tu vois. Donc, non, c'est vrai que j'ai eu l'occasion, tu vois, d'avoir des couteaux face à moi. Pas, je vais pas dire 1000 fois, mais c'est déjà arrivé, des tessons de bouteille, des barres, des trucs comme ça. Mais non, après, c'est pas non plus un truc que, tu vois, auquel je peux dire je suis habitué, tout ça. Et encore moins maintenant que j'ai quand même une vie un peu plus rangée. Bon, on va quand même, avant qu'on parle de ta vie rangée, pour les gens qui connaissent pas le KOTS, est-ce que tu peux... Moi, je vais le schématiser en des mecs qui se tapent sur un parking, avec autour d'eux des gars cagoulés, sous stéro, sous coke, sous tout, énervés. Est-ce que je suis dans le cliché ou est-ce qu'on est un peu dans le vrai? Non, t'es dans le vrai. Franchement, c'est une façon de voir les choses et c'est comme ça que même moi, je pense, si j'étais une personne extérieure, c'est comme ça que je le verrais. Moi, comment je le définirais? Après, on va me dire, ouais, t'en rajoutes, c'est parce que c'est ton truc et tout. Mais pour moi, c'est la forme la plus pure de duel, d'affrontement physique, de baston, de bagarre, de combat. Enfin, il y a plein de mots, hein, mais pour moi, c'est la forme la plus pure parce que tout est autorisé. Sauf l'outillage, je veux dire, t'as pas le droit de venir avec une barre ou quoi, mais tu veux mordre le gars, lui arracher l'oreille, lui enfoncer les yeux, d'ailleurs, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, ouais. Tu peux le faire, tu vois. Donc c'est un très bon test, justement, sur est-ce que tu seras le mec qui sera capable d'aller jusqu'au bout, jusqu'au point ultime, ou est-ce que tu seras le mec qui te fera marcher dessus Au sens propre comme figuré. Ouais, je me tire une balle dans le pied en disant ça, parce que je me suis fait un peu avoir là-dessus au dernier combat. Moi après c'est pas dans mes valeurs, franchement je préfère perdre avec les honneurs et me faire fumer, tu vois. T'as perdu parce que le gars a essayé de te crever un œil, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Après voilà, il a pas cogné, le mec, j'étais en train de le massacrer en termes de striking. Il m'a fait un takedown, je vais pas dire qu'il était bon mais qui est passable. Le mec a rien tenté, tu vois. Si t'es un combattant, t'es un peu formé, je sais pas, au JJB, grappler, il a pas tenté de soumission, il a même pas mis de ground and pound. Enfin je sais pas, moi je suis en garde montée, j'enclenche le gars direct. Bah non, parce qu'en fait sa condition physique et sa technique, ça mec qui avait peur, tu vois, il a pas eu cet instinct-là. Il s'est dit directement, il m'a foutu les doigts dans la bouche, dans les yeux et tout. C'est un gars qui faisait quoi, 120, 100, un truc? Non, j'étais allé voir son profil Instagram. 118, 119 kilos, ouais, un mec assez épais. Il faisait le fou sur Instagram. J'étais allé voir quand t'avais partagé le combat. Un gars rasé, je crois, il faisait du trash talk un peu, il disait mais c'est qui Maxime Bellamy, je vais le manger. Il y avait un bif de longue date avec moi et en fait c'est un gars qui cherche un peu tous les autres combattants, en fait c'est-à-dire que c'est un mec qui n'existe pas parce qu'il a pas de performance ni de capacité spéciale, donc il essaie d'exister un peu, c'est sur le dos des autres en t'insultant, tu vois le mec il va te dire enfin c'est vraiment de l'ordre, je nique ta mère machin. Pour que tu lui répondes justement, tu sais le mec il va pas, c'est pas dans ouais je pense que je peux te prendre et tout, tu sais c'est vraiment, c'est pas crescendo du tout, c'est vraiment du tout au tout. Donc ouais voilà, c'est un mec avec qui on avait eu des différends comme ça. Moi sur les réseaux sociaux je parle vraiment peu, c'est vraiment si ça m'arrive de le faire, c'est pas un pétage de câble, c'est plus que je me dis bon c'est quoi au bout d'un moment les gens attendent aussi une réponse, tu vois, non pas que je me prête au jeu mais après des fois, le silence, ça a du bon, comme on peut aussi se dire, ah, le mec, il est vite ou quoi. Donc, il y a des fois, faut remettre un peu les barottés. Mais non, ouais, on avait un différend, il fallait le régler. Je m'attendais à ce qu'on le règle comme des hommes, je vais dire. Après, moi, ce mec-là, je le déteste, mais je crache pas non plus sur sa victoire, dans le sens où, pour moi, c'est une victoire en demi-teinte. Parce que, franchement, pour moi, il a perdu ce combat. Mais t'as abandonné ou c'est l'arbitre qui a arrêté? Moi j'ai tapé un petit peu, l'arbitre a arrêté. Après ce qu'ils ont laissé un peu durer, c'est-à-dire qu'à un moment j'ai tapé, j'ai vu que ça s'arrêtait pas, je me suis dit vas-y on va essayer de reprendre et finalement l'arbitre avant qu'il y ait des séquelles trop graves. Parce que quoi, tu perdais ton œil sinon si tu tapais pas là. Bah en fait quand j'ai été hospitalisé après c'était pas très grave, hein, j'ai pas été hospitalisé sur un lit en civière etc. Parce qu'en plus j'ai été hospitalisé à mon retour en France donc je suis resté une journée, non, on m'a proposé, mais j'aime pas trop, tu vois, t'étais pas chez toi, tout ça, tu sais pas trop. C'est les fiottes qui vont à l'hôpital.
Ouais, non, mais c'est surtout que je te mens pas, t'as un peu peur de passer toute ta prime de combat aussi dans des soins, etc. Ouais. Donc tu t'estimes ça gérable, tu te dis, je verrai ça à domicile, au pire, un petit peu de désinfectant, de l'alcool à 70, ça ira. Le fond du flash de la belle 5 sur l'œil. Exactement, ce serait possible, tu vois, mais non, c'est vrai que moi, j'ai eu des coupures sur l'œil, tu vois, heureusement, ça a touché que le blanc, parce que là, il y avait une coupure de 7 mm et 5 mm en perpendiculaire, ça n'a pas touché la cornée ni la rétine, Dieu merci, franchement, j'ai été voilà, épargné de ça, mais ouais, c'est ça, en fait, sachant que le mec, il trimballait vraiment son doigt dans l'œil, ça aurait pu partir. Mais ma question, c'est pourquoi ça me semble pas... Après, tu vas me dire, mais c'est des combats de fou, enfin, il n'y a pas de règles. Mais comme tu dis, pourquoi pas du ground and pound? Pourquoi pas aller chercher... S'il avait vraiment un bif contre toi, pourquoi il avait pas envie de te tenir le cou et de t'enfoncer la tête par terre, quoi? Parce que ça, je pense que c'est le raisonnement d'un homme, et ce mec-là, c'est pas un homme, c'est un mec, comme je disais, qui... En fait, par exemple, il avait perdu quasiment tous ses combats. C'est un gars qui combat aussi en bare knuckle, tu sais, en boxe anglaise, à main nue, sur ring et tout. Et en fait, à chaque fois, il prend une branlée, et du coup, pour se prémuniser avant la fin du combat de ce truc-là, il fait un coup illégal, tu sais. Il essaie de mordre l'oreille un peu à la Tyson, donc, tu sais, tout pour qu'on arrête le combat, et pour pouvoir dire, j'ai pas perdu, on m'a disqualifié, c'est con, hein, je suis trop un fou. Ouais, voilà. Exactement, voilà, et c'est ce genre de gars-là, parce que n'importe quel gars, et en plus on a eu droit à un combat magnifique sur le pay-per-view juste avant nous, de deux mecs qui se sont tartinés pendant des minutes et des minutes, des vraies patates d'hommes, c'était très très beau à voir, et en plus il y en a un, je crois, qui a même plus de 40 ans, tu vois, qui avait plus de 40 ans, le mec il était encore là, tu vois, il venait du Mexique pour ça, moi je me suis dit, putain, je te mens pas, franchement, et c'est peut-être là, tu vas me dire, bah d'ailleurs, pourquoi? Moi ça me fait bander quand je vois ça, je me dis, c'est ça que je veux faire, tu vois. De quoi, des gars qui traversent le monde entier pour se taper? Ou même, en fait, juste une tape comme ça, on était dans un tunnel, tu vois, il faisait froid en Suède, on était dehors, il y avait de la vase partout, donc en plus, dès que tu faisais un pas, tu glissais, c'est génial. L'environnement, il est top, tu vois, il est super hostile, et t'as l'impression un peu d'être dans Man vs Wild, tu vois, c'est vraiment top, et je pensais que le combat prendrait cette tournure-là, même si lui avait prédit qu'il ferait des coups sales. Bon, bah tant pis, hein, c'est de ma faute, fallait anticiper, fallait pas tomber. Je peux le refaire 1000 fois, hein, ça changera pas la fin du combat. Donc voilà, après jusque là, à part ce mec-là, dans cette organisation-là, tous les mecs sont carrés, tous les mecs sont assez chevaliers, c'est des mecs qui ont un honneur, je te disais, c'est beaucoup de hooligans, donc c'est des mecs qui savent comment ça se passe, et surtout c'est des mecs qui ont pu prendre, tu vois, des dommages lourds par le passé, donc tu vois, parce qu'ils savent très bien qu'à la fin du combat, tes pères, tes fils, etc. Souvent c'est des mecs qui, je pense, qui réfléchissent comme moi, et se disent, putain, le mec, demain il rentre chez lui, tu vois, près de sa famille et tout. Moi, mon premier adversaire, je lui ai ruiné la gueule, franchement, très vite. Et c'était pas si hardcore que ça, parce que ça a duré entre 22 et 26 secondes, un truc comme ça. Mais le ground and pound était assez violent. Et j'ai fait la fête avec lui le soir même, tu vois. Le mec, visuellement, franchement... À la rugbyman, quoi. Ouais, c'est ça. Visuellement, le mec avait pris vraiment cher. Et il appelle sa femme en FaceTime. J'étais juste à côté. Je me sentais mal. Je me suis dit, putain, il avait une fille, tu sais. Je me suis dit, ah ouais... Putain, merde, tu sais, le mec, je l'ai dessoudé, tu sais, sa femme va le voir comme ça et tout. Et finalement, tu vois, elle avait regardé le combat en pay-per-view. Et en fait, pendant ce combat-là, à un moment, je suis en train de le ruiner. Et moi, j'étais mon premier combat, je savais pas trop comment ça se passait. À un moment, je m'arrête, je me suis dit, c'est bon, le mec, je suis en train de le latter. Et les mecs, ils m'ont dit, non, là, il a abandonné psychologiquement, mais il peut encore combattre. Donc, on a payé pour que vous veniez là et tout. Tu le finis, tu vois. Ben, j'ai fini quoi? À peine 5 secondes de plus. C'est qui dit ça, le pseudo-arbitre? Ouais, c'est ça. Et en fait, sa femme, et son coach m'ont remercié. Ils m'ont dit, ah, on a vu que tu y es retourné parce qu'on t'a demandé, mais que toi, tu t'étais arrêté. Je veux dire, peut-être par bonté d'âme, je me sauce un peu, mais tu vois, parce que je me suis dit, c'est bon, le mec, il a eu son compte. Enfin, la domination, elle est totale. Il se relèvera pas. Il n'a pas envie. Même s'il pouvait. En fait, c'est surtout ça, le KOTS. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va dans les extrêmes. Ils vont pas dans les extrêmes. Et en fait, quand ils m'en ont parlé après ce combat-là, a posteriori, ils ont totalement raison. C'est des mecs qui s'autofinancent de façon légale et illégale. Donc n'ont pas forcément non plus des moyens stratosphériques, et donc en fait ils nous payent vraiment tout, et ça c'est vrai que je l'avais déjà dit, mais des fois les gens, faut le rappeler, ils prennent tout en charge. Le KOTS, c'est l'organisation qui m'a de tout le temps le plus respecté. Ils prennent en charge tes billets d'avion, ils prennent en charge ton hôtel. Franchement, l'hôtel, t'es toujours dans des Radisson, des trucs comme ça, c'est magnifique, franchement. Même des organisations de combat, du moins pas les mainstream, personne ne fait ça. Et encore moins en France, par exemple, tu vois. Et en fait, du coup, eux, ils te rémunèrent en plus, tu vois. C'est quoi les primes?
Les primes, c'est assez variable. Franchement, moi, j'ai pas trop de tabou là-dessus. Il y en a qui veulent pas en parler. Moi, je peux en parler. Le premier combat, j'ai pris 500 euros. Le deuxième, je devais prendre 1500, mais en fait, tu as le droit qu'à un accompagnant. Et en gros, j'ai troqué 500 euros sur les 1500 pour qu'on fasse venir un autre collègue. J'aime bien partager ça, tu vois, avec des frérots. Donc j'ai pris grosso modo 1000 balles, un peu plus. Pour le troisième, j'ai pris 3000. En fait, c'était un peu crescendo aussi, tu vois, c'est-à-dire que tu mérites aussi un peu ta prime. Ouais. Franchement, en plus, c'est pas déconnant. Si on regarde par rapport, par exemple, au MMA français, les primes. Tu allais dire, je crois que c'est les primes d'un Ares, non? Ouais, franchement. Enfin, 3000, c'est déjà. Ouais, t'as déjà plusieurs combats dans l'organe, je crois. C'est plus ou moins ça, ouais, parce que moi, je sais que je la nommerai pas parce que je pense que ça leur plairait pas. J'ai une organisation française majeure de MMA qui m'avait contacté. Je crois que je prenais 600 euros. What? Ouais, 600, 700 balles, et je crois qu'il y avait genre 200 euros. Tout rond, même avec le cash price de victoire, j'étais pas à 1000 balles, tu vois. T'es allé te marbrer la courge, il te reste 300 euros, quoi. Voilà, c'est ça. Et en plus, t'as fait une préparation avec un weight cut et tout. Ouais, qui a ouais. duré, je sais pas, un train potentiellement, t'as payé un gars pour te faire de la leçon, enfin des trucs. T'es obligé voilà, de payer. tu Tu veux dire, c'est un peu comme le bodybuilding, tu vois. T'es obligé de trouver des recours. Soit tu travailles, soit. Ouais. Là, dans le bodybuilding, les mecs, ils faisaient du gay for pay. Enfin, peu importe, mais il va falloir que tu vois, parce que les combattants, généralement, on est quand même un peu des clandos, tu vois. Il y en a beaucoup. Les mecs, et tu vois, c'est des belles histoires en plus, comme Ngannou, tu vois. Le mec qui arrivait du Cameroun, il se pissait presque dessus dans la rue, tu vois. Et c'est un mec, franchement, j'ai tellement de respect pour lui. Regarde, enfin, tu vois, faut regarder où il est arrivé, tu vois. Bien et sûr. en fait, c'est le cas pour beaucoup de combattants, tu vois. Et des fois, j'en veux un petit peu aux organisations de combat, tu vois. Et notamment, il y a un gros Gates avec Dana White en ce moment, tu vois, du fait qu'on soit vraiment. On fait pas ça que pour l'argent, mais au bout d'un moment, tu vois, t'as des mecs comme Moïcano, ils se font appeler Money Moïcano parce que, bah. Mec, faut vivre aussi, tu vois. Et puis même en plus, je trouve le parallèle en tant que combattant qui est dur, c'est que t'es vraiment la star le week-end, tu vois, t'as des milliers de followers sur Insta, etc. Et après, quand tu rentres chez toi, ça, tu peux rentrer chez toi avec 600 balles. Dans la précarité. Et tu fais quoi en France Bah avec non, mais 600 si balles. Enfin, pour le coup, tu vois, les gens qui s'insurgent contre l'économie du foot, ce que peuvent prendre des joueurs. En fait, il faut bien se dire que les clubs, ils payent pas à perte les joueurs. Bah ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que tu divertis les foules, tu divertis des dizaines de millions de gens. Il y a une économie autour de ça, il y a de la vente de produits dérivés. Et c'est pareil pour l'UFC au final. Donc effectivement, le côté intégrité physique, alors après on vous force pas. En étant l'avocat du diable, on va se dire oui, mais on ne te force pas à aller te battre. Bien sûr. Donc si t'es pas content, C'est toi qui le veux. Ouais. Voilà. Mais effectivement, si tu vends des milliers, des millions de pay-per-view, c'est normal qu'il y ait une rétribution pour l'acteur principal, quoi. Bien sûr. Qui potentiellement je l'ai toujours accepte trouvé, c'est ce que je disais aux gens. Et tu vois, c'est beaucoup aussi, je vais peut-être me faire tirer dessus, mais tu sais, le parallèle entre sport féminin et sport masculin, en fait, c'est juste des trucs, c'est statistique, c'est mathématique. Je veux dire, si une organisation, une fédération, un sport reçoit moins, parce que justement, les téléspectateurs, ils n'ont pas été divertis, donc ils n'ont pas été sur TF1 ou sur RMC Sport pour regarder le match. L'organisation après elle est déficitaire. Je veux dire, c'est des multinationales. Je veux dire, je pense que les mecs côté business, enfin tu vois, toi, rien qu'entrepreneur, t'entreprends rarement à perte. Et si tu le fais, je pense que le but est vraiment clair derrière. Il y a vraiment une pérennité à ton acte, à ton investissement. Ouais. Comment tu voudrais qu'ils investissent à perte, ils n'auraient pas tout ce pognon-là, tu vois. Donc tu as tout à fait raison, c'est juste mathématique. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que je fais ce petit parallèle-là. C'est pour ça que à ça, j'ai toujours répondu aussi que je suis vachement reconnaissant envers mes abonnés, justement. Parce qu'on le sait, c'est aussi un bon levier quand même d'évolution monétaire, d'avoir des followers pour négocier tes contrats. Et je suis pas non plus à 500 000 abonnés, mais je sais que la petite notoriété et les abonnés fidèles que j'ai, ça participe à pouvoir mieux me référencer. Et c'est là que tu as envie de dire, bah merci les gars aussi, tu vois. Surtout dans le bare knuckle, parce que moi j'aime beaucoup, enfin je trouve ça divertissant. Et des fois je tombe sur des profils, enfin tu sais, tu vois les match-ups, tu regardes le nom des gars, tu cliques sur leur compte Insta. Il n'y en a pas beaucoup qui ont énormément de followers, tu vois. Un peu comme ça n'a rien à voir, mais le slap contest, tu vois. Ouais, tout à fait. Et j'en vois qui sont des têtes d'affiche dans le slap, et ils ont 1800 abonnés sur Instagram, quoi. Toi, t'es à plus de 30 000, je pense, maintenant. Ouais, je crois que j'approche des 40 000, je dois être à 30, 35 et 30 000. Donc j'imagine que même au KOTS, si tu vas négocier un contrat, forcément, t'es porte-étendard pour l'organisation au moment où tu combats. Ouais. Et je pense que ça rentre dans la balance pour Bien sûr, la prime. Après, oui et non, dans le sens où là, pour le coup, c'est vraiment faire. C'est-à-dire, même si j'avais pas autant d'abonnés, ils me proposeraient autant. Si je faisais 20, enfin, après, j'ai envie de dire. Ouais, si t'es spectaculaire en tant que combattant, bien sûr. Si les gens payent le pay-per-view, même si t'as 500 abonnés,
ils te payeront pareil, mais c'est aussi un peu contradictoire parce que généralement, si les gens payent le pay-per-view, c'est aussi qu'ils te suivent généralement. Ouais. Donc bon, c'est vrai que ça n'a pas forcément trop de sens ce que je vais dire, mais ouais, voilà, ils sont fair play. C'est-à-dire que moi, il y a d'autres combattants qui ont très peu de followers qui, je sais, ont pris tu vois, des chèques similaires aux miens parce que bah voilà, on rémunérait vraiment leur performance. Mais et c'est quoi le plus gros chèque qu'on peut prendre au KOTS, tu sais un peu? Alors le plus gros chèque, je me doute de qui c'est un pote à moi qui s'appelle Simon le Sauvage, je sais un pas Français? Si ça te voit. Non, c'est un Danois, un mec du Danemark, c'est un peu l'égérie, c'est le mec que tout le monde connaît du KOTS, un mec qui est balafré, tu sais, un peu con, il se met des claques avant le combat, tu sais. Moi je l'adore, c'est un mec très authentique, tout le monde pense que c'est un mec qui joue un rôle, en fait le gars il est vraiment comme ça dans la vie de tous les jours et sans besoin de drogue, de flash, quoi que ce soit. Le mec il est vraiment foufou, on a combattu ensemble en Pologne. Et ouais, je crois que c'est lui qui a, je sais pas, franchement, je spécule totalement, je pense qu'il a peut-être dû prendre entre 5000 et 8000 peut-être, mais je pense pas que ça ait avoisiné plus que ça, parce que l'organisation, ils peuvent pas se le permettre, c'est pas encore assez fructueux pour atteindre des sphères plus hautes. Et toi, t'envisages un nouveau combat avec eux ou c'est derrière toi ça aussi? Le KOTS, je leur en veux pas du tout pour le dernier combat, tout simplement parce que comme tu dis, j'ai payé pour ça. Enfin, les mecs, ils m'ont jamais menti, ils m'ont jamais niqué sur quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai un peu la haine de l'issue du dernier combat, tu vois. Et t'aurais voulu que l'autre soit disqualifié, que tu sois non, j'aurais pas voulu qu'il soit disqualifié, j'aurais voulu lui péter la gueule, tout simplement. Ça, c'était libre à moi de le faire, tu vois, mais j'ai trouvé que, enfin, comment dire, la morale, c'était un peu. Peu importe le niveau, si tu fais du truc sale, tu peux t'en sortir. C'est l'ADN, tu vois, je vais pas le contester. Ouais, c'est un peu ça me flingue un peu dans le sens où, tu vois, si ça se trouve, il y a un mec, je vais le marbrer de A à Z, mais vraiment, tu vois, domination à 98%. T'as le droit de frapper dans les parties aussi? Ouais, mais on a la coquille, donc je suis pas sûr que ce soit très pratique, tu vois, surtout que c'est une zone que tu peux facilement défendre, tu vois, tu peux reculer les hanches, tu peux venir les coups derrière la tête, t'as le droit aussi? Ouais, t'as vraiment le droit. Moi, c'est à mon avant-dernier combat, le mec en ground and pound, je lui ai tabassé la nuque et c'est pour ça qu'ils ont arrêté vite, parce qu'en fait, ils sont vraiment très pros, avant qu'il y ait un souci de santé, ils arrêtent. Mais ça m'a... Attends, j'ai des questions qui me viennent, mais... Ça m'a fait un peu me dire... Enfin, tu vois, t'as le droit de pousser la sauvagerie, d'attraper le mec par les cheveux, de lui claquer la gueule par terre, par exemple? Ouais, t'as vraiment le droit à tout. Tu vois, après, comme je te dis, peut-être que du coup, au bout d'un, ils vont arrêter direct, parce qu'il y a des fois, ils vont laisser durer sur un truc qu'ils peuvent laisser durer, et il y a d'autres fois où ils vont dire... Mais t'es d'accord, tu peux tuer un gars en faisant ça? Si tu vas pleine balle et que tu lui tapes la tête sur le bitume, après, potentiellement... franchement, j'ai regardé tes vidéos, je sais que t'as boxé un peu, je sais pas du tout à quel niveau, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais... Je pense que tout boxeur et même combattant de MMA notamment pourra te le certifier, t'es quand même assez crispé et rien n'est scénarisé comme dans un film. Tu vois, je suis un mec, j'adore les films par exemple de Scott Adkins, tu vois, les Boykan, tout ça. Ça se passe jamais comme ça. Déjà un coup de pierre tourné, enfin tu le vois, même en MMA, ça passe quasiment jamais, ou les mecs le font quasiment jamais parce que c'est pour le cinéma, tu vois. Donc ce genre de truc, généralement si tu peux attraper un gars par les cheveux et lui éclater la tête sur le bitume, c'est qu'en vrai il est déjà out, tu vois, parce que sinon il se tourne, enfin tu vois, t'es vraiment, surtout au KOTS, dans un truc où c'est presque un instinct de survie, et ton instinct de survie te fait toujours bouger, te fait toujours... Même en MMA, tu vois, il y a des fois où je trouve que le mec... Moi j'aime jamais trop le coup de trop suite à un... Enfin, tu tombes le gars suite à une grosse droite. Ouais, t'es pas obligé d'aller... Et tu vois, j'ai en tête 2-3 combats où le gars tombe sur lui en ground and pound pour en remettre une ou deux et l'arbitre arrive. Et c'est dans ces moments-là où tu pourrais ne pas te contrôler, voir que le gars il est sonné pendant 4 secondes, tu l'attrapes la tête, tu vois, tu lui fais un truc vraiment sale. En sachant que t'as le droit, mais... C'est drôle parce que c'est dans le film avec McGregor, là justement, que Jay Gyllenhaal dans l'histoire, il a été champion UFC en tuant son ami et tout. Exact. Et c'est vrai que c'est une bonne question, c'est un bon angle d'attaque, un peu au niveau de la psychologie du combat. Moi, ça me fait pas peur dans le sens où... Je sais pas si c'est tout le monde, mais... Tu veux dire? Ça te fait pas peur de potentiellement qu'on te le fasse? Même de le faire aussi, je te mens pas. Les gens vont peut-être se dire, ouais, mais t'es un barge, t'es une enflure, mais on a un côté psycho un peu aussi, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien ces mecs-là aussi, comme Dan Henderson, comme John Jones. Bah, tu sais que je pensais à Dan Henderson contre Bisping. Ouais, tout à fait. Quand il lui tombe dessus, il lui tombe Ngannou, dessus, et les deux coups, ils sont en trop, on va pas se mentir. Ouais, tu vois, Ngannou, quand il met l'uppercut à Overeem, putain, après, surtout, c'est pareil. Est-ce que t'as vraiment envie de voir un gorille comme Ngannou te tomber dessus? Le mec, il vient de t'asséner la frappe la plus puissante enregistrée de l'UFC, il tombe dessus. Ouais, là pour moi, l'arbitre, il faut vraiment qu'il soit là, tu vois. Enfin, limite, il faut qu'il se jette, quitte à ce qu'il prenne la patate, parce que toi, ta santé, vraiment, elle est en péril. Après,
Tu vois, c'est compliqué. Et moi, franchement, je jette vraiment jamais la pierre, tu vois, même quand il y a des petits soucis comme ça. Je vois que Marc Godard, par exemple, s'était excusé auprès d'Adesanya pour avoir arrêté le combat un peu tôt face à Nassourdine Mavov. Nassourdine, c'est un tueur, tu vois. Alors ouais, peut-être que c'était prématuré, mais dans tous les cas, Nassourdine, il allait lui péter la gueule, tu vois, l'autre, il allait manger grave. Les mecs qui disent que c'est prématuré, c'est les mecs qui sont pas dans la cage. Et on l'a vu, Adesanya lui a dit, mec, t'as fait ton job, tu vois. Parce que je pense que lui-même était content de rentrer chez lui. De toute façon, il avait perdu. Qu'est-ce que ça changeait? Ça lui rapportait pas plus de gloire de prendre quelques coups en plus. Après, moi, dans ces cas-là, pour moi, il y a vraiment aucun fautif. Ni le mec qui subit, qui a pas été à la hauteur, ni le mec qui tape, parce que ok, il y a une intention, mais t'es aussi là pour ça, et ni l'arbitre, parce que bah, t'es pas surhumain, tu peux pas voler non plus. Est-ce que tu t'en voudrais si, suite à un mauvais coup, tu tuais un gars ou que tu le mettais tétraplégique, par exemple? Franchement, je m'en voudrais si c'est un mec qui j'ai eu un beau combat, tu vois, par exemple, j'ai un super combat qui s'est fait avec Hamza. On est devenus très potes, c'est le combat le plus emblématique que les gens suivent de moi au KOTS. On est devenus des très bons potes et je sais que je l'ai vu sortir dans un piteux état, tu vois, il y avait 3-4 mecs qui le portaient, et, il avait un œuf qui avait poussé comme ça de la tête, il lui avait bandé la tête et tout, et franchement ça m'a fait trop mal au cœur. Moi je suis vraiment le genre de gars... ça pourrait arriver parce que je me contrôle pas pendant le combat, mais vraiment, mais quand je te dis ça, c'est presque instant, tu vois, 10 secondes après, moi j'ai toute la retombée, je vais voir le mec, je suis vraiment là en mode putain, merci déjà, gros respect, merci pour le combat, et vraiment presque, j'ai presque envie de te dire, je m'excuse presque, tu vois, je suis désolé, c'était toi ou moi, mais si c'est un bon gars, franchement, je te mens pas, je sais que ça me travaillerait, tu vois, ça me rentrait un peu. Après, un mec comme au dernier combat, je te mens pas, j'ai vraiment abordé le combat en mode... Et il y en a qui vont dire, ouais, mais c'était l'excitation. Franchement, même si je l'avais laissé pour mort, je te mens pas, je pense que je suis quelqu'un qui a une part assez sombre en lui-même, on va dire, assez importante de moi-même pour... j'aurais pu en repartir sans avoir de dommages, tu vois. Je serais pas devenu alcoolique ou j'aurais même pas ressenti le besoin d'aller me confesser, tu vois. Franchement, c'est mon libre arbitre, mais ce mec-là, il aurait eu un petit peu ce qu'il méritait. Après, ça, c'est que mon avis. C'est au cas par cas, quoi. Bah, du coup, tu me tends un peu la perche sur la part sombre. Je voulais juste aborder un petit peu une polémique que j'ai vue en creusant un peu ton profil. On t'a prêté des appartenances à des milieux néo-nazis. Ouais, tout à fait. Donc je voulais savoir un petit peu si c'était vrai, si c'était de la fabulation de certains médias. Qu'est-ce que tu avais à en dire là-dessus? En fait, comme je dis souvent, en fait, il y a... la base, tu vois, le terreau est plutôt vrai, parce qu'en fait, si tu lis les articles, moi-même, je te mens pas, les articles qu'on a écrits sur moi, les vidéos qu'on a pu faire ou quoi, franchement, j'ai dû les lire une fois, regarder une fois, je me suis vraiment déjà pas flagellé dans le sens en me disant, ah merde, parce qu'en fait, moi, franchement, je suis pas un mec qui aime forcément qu'on parle de moi. Après, des fois, quand on parle de moi, ça me fait plaisir, surtout en bien. Si on parle mal de moi, vraiment, ça a vraiment aucun impact, tu vois, vraiment, je suis vraiment très hermétique à tout ça. Et en fait, quand j'ai lu ces articles-là, déjà, je te mens pas, il y a un article, bah, c'est le premier qui a été fait sur Street Press, c'était une vidéo où franchement le mec, quand il m'expose, franchement je te mens pas, c'est glorieux au début. Le mec il vient de devenir champion du monde et tout, une photo à moi bien congestionnée d'après combat, je me suis dit putain les mecs, ouais, solide. Ils bandent un peu, tu vois, sur toi. Franchement ça cachait presque ça, tu vois. Et en fait après... alors il y a des mots comme ça très forts qu'ils aiment bien utiliser, qui généralement qui sont tellement polémiques que si on te colle l'étiquette, si tu t'en défais pas, t'es le diable incarné, comme néo-nazi, comme tout ça, tu vois. Mais en fait souvent c'est pas tant utilisé que ça. Et en fait c'est ce qui moi me rend la tâche facile en fait, et qui fait que je contredis pas forcément tout, parce que souvent c'est nationaliste, patriote, tu sais, genre français enraciné et tout. Bah, c'est tout ce que je suis, tu vois, je suis un fervent amoureux de la France, je suis très nationaliste dans le sens, pour moi c'est la France avant tout, tu vois, c'est les intérêts de la France, des Français avant tout, tu vois, je suis le genre de gars, tu vois, qui, on me dit toujours, tu vois, on aime bien être socialement, et notamment en France, on aime bien, dans les cultures occidentales, être un peu les gendarmes du monde, on me dit, ah, tu penses quoi de tel ou tel conflit? Je dis, moi mec, en vrai, tant que la France et les Français, tu vois, se sentent bien, tant qu'on n'est pas menacé, je dis pas que j'ai aucune empathie, mais moi c'est l'essentiel, tu vois. Et c'est ça que j'entends au sens de nationaliste, tu vois. C'est les intérêts, tu vois, collectifs de la France en tant qu'entité géographique et citoyenne avant tout. Après, tu vois, enfin,
Moi personnellement, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça, tu vois. Je pense même que c'est quelque chose de naturel et ça, les gens, ils aiment bien le dénaturer. D'abord, tu penses à tes propres intérêts. Ensuite, quand socialement tu t'agrandis, tu penses aux intérêts de ta famille ou de ton couple. Ensuite, peut-être de tes petits-enfants. Et en fait, ça fait que grandir. Et si t'es quelqu'un qui a quand même une certaine bonté d'âme ou qui est un petit peu collectif, bah, tu te soucies de la santé de ton village. Tu vois, il y en a plein qui, tu vois, tu essaies d'organiser des choses. Il y a plein de mecs qui veulent être maires, etc. Et pour moi, en fait, c'est presque m'assimiler à ce genre de choses. C'est quelqu'un qui prend, tu vois, qui prend les devants ou qui incarne des valeurs pour le collectif, tu vois. Moi, j'ai jamais pris mal. Quand on parle de néo-nazi, tout ça, en fait, ça me fait rire parce que si tu prends la sémantique du terme, c'est en gros, je suis le renouveau du nazisme. Déjà, le nazisme, c'est un courant de pensée historique, c'est-à-dire qu'il a une date de début et une date de fin. Tu vas me dire, oui, mais une pensée, ça peut toujours s'arborer, mais il n'y a plus de nazisme dans le monde, tu vois. Donc oui, on dit, en gros, t'es le néo, t'es le nouveau. Pourquoi? Bah, ça existe quand même, c'est connu qu'il y a encore des mecs qui vont se tatouer des croix gammées. Bien sûr, t'as des nostalgiques, mais je veux dire ça, tu dors je sais pas, 20 pélos peut-être en Allemagne, tu vois, qui ont envie de revivre ce qu'ils estiment comme les grandes heures, tu vois. Moi j'ai envie de te dire, moi en fait souvent... Mais sur toi, c'est fondé sur quoi du coup? C'est ça ma question. C'est né de quoi? C'est de ton côté nationaliste, patriote? C'est le fait, comme je l'avais dit sur le podcast de biomécanique, c'est qu'on m'a déjà vu, tu sais, on m'a déjà vu faire la sécurité dans des manifestations. J'avais fait la sécurité pour une manifestation de Zemmour, pour une manifestation anti-avortement, etc. Pour la manifestation anti-avortement, très personnellement, je faisais la sécurité, donc j'étais payé en tant que professionnel. Moi, je vais le dire, je suis quelqu'un qui est plutôt contre, tu vois. Je suis assez contre la GPA, etc. Tout simplement parce que c'est peut-être un point de vue aussi religieux. Pour moi, une grossesse, ça se marchande pas, tu vois. C'est une bénédiction. Donc, je trouve ça, les bébés éprouvettes, tout ça, je trouve ça un peu immoral. Pour autant, j'ai jamais emmerdé personne, tu vois. Je connais des gens qui ont adopté, des gens qui se sont fait avorter, etc. Moi, grand bien leur face, tu vois. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui va pas prendre du tout la tête. Je suis déjà tellement occupé dans ma vie que je vais pas m'occuper de celle des autres, et encore moins à large échelle, tu vois, à l'échelle sociale, c'est-à-dire d'idéologie ou quoi. Donc je sais qu'il y a eu pour ça, tu vois. Parce que les hooligans aussi, c'est pas un petit peu assimilé Alors en fait, c'est pareil, on l'a assimilé, parce que nous, notre leader à Rennes, en fait, son père avait été garde du corps pour Jean-Marie Le Pen. Donc c'est pareil, en fait, on a souvent tendance à mépriser. Alors, j'en sais rien, peut-être que le mec a les mêmes idées, peut-être qu'il faisait ça par conviction, peut-être qu'il faisait ça parce que le chèque était bon, tu vois. Moi, personnellement, on me demande... je suis toujours très vrai sur ça, on me demande d'assurer la sécurité j'en sais rien moi, tu vois, d'un millionnaire qui mec a basé, je sais pas, les Tate par exemple, qu'on soupçonne d'avoir basé leur fortune sur le proxénétisme. Moi je signe, je m'en fous de ce qu'il fait. Je sais qu'il me donne un bon shekel et je sais qu'à côté, moi, ma famille sera à l'abri. Franchement, ce qu'ils font après, j'ai mes limites, tu vois. Si c'est sur du trafic d'enfants, d'êtres humains, j'ai des limites morales. Mais on va dire, si ça reste, moi, dans ce que je trouve que je peux faire la part des choses, je vais le faire. Et en fait, les gens ils aiment bien qu'on parle de liberté de pensée, de démocratie, tu sais, intellectuelle, mais que quand ça va dans leur sens, tu vois. C'est-à-dire que tu as le droit d'être hyper ouvert d'esprit, mais quand tu es, on va dire, assez sûr de toi, assez posé sur tes fondements, quand tu dis, écoutez, moi je suis pas trop pour qu'on déboulonne des statues, etc. Moi je suis fier de l'histoire de France et en fait je vous laisse même pas le choix. C'est-à-dire que si vous voulez la déboulonner, moi je serai devant, il faudra me sortir. Ah mais t'es radical, etc. Bah, je vois pas en quoi je suis radical, parce que pour moi, déboulonner la statue, c'est un acte plus engagé, plus radical que ça. Donc en fait, c'est que pour moi, c'est de la géométrie variable. C'est-à-dire qu'en fait, tout peut être vérité à partir du moment où on l'appelle vérité, tu vois. C'est-à-dire que moi, demain, je dis Vincent Issartel, il a reçu tel invité, tu vois, on en rigolait un petit peu en off. Je t'avais dit, tu avais reçu une entrepreneuse dans le domaine un peu, on va dire, marché sexuel. Ouais, clairement. C'est comme si je te disais, ah putain, en fait, Vincent, c'est un macro, tu vois. C'est rapide quand même, tu vois. Enfin, franchement, ce serait trop drôle. Je pense que comme moi, t'en rigolerais. Tu te dirais, putain, le mec, il voit pas très loin, tu vois. Et de deux, tu te dirais, putain, le mec, il est même pas venu m'en parler, tu vois. Il est même pas venu me demander, parce que j'aurais pu te dire, tiens, bon, Vincent, en vrai, ça t'intéresse ce marché-là, tu vois.
Franchement, c'est quand même assez malhonnête, tu vois. Et moi, j'ai aucun média qui m'a jamais contacté, tu vois, pour me dire ouais, bon, bah, Max, on t'a vu là. On suppose, parce qu'en fait, c'est que de la supposition, c'est du procès d'intention. Du coup, bah, on t'a vu une manifestation de Zemmour faire la sécurité, je parle. Ah, du coup, c'est que t'es pro-Zemmour. Moi, franchement, enfin, tu vois, comme je t'ai dit, je suis un mec réel, je vote même pas, tu vois. Je suis encarté dans aucun parti politique. C'est quand même rapide, tu vois, de m'assimiler à ça. Et après, je pense qu'entre Zemmour et le nazisme, il y a quand même encore. Non, bien sûr, ouais, il y a encore. En fait, c'est ça qui est encore plus effrayant. C'est que, je veux dire, tiens, on reproche souvent des fois, par exemple, mon tatouage Too White for You. Ouais, ça veut dire trop blanc pour toi. C'est une petite pique, tu vois. Souvent, moi, quand j'étais un peu plus jeune, on avait tendance à me dire, ah, mais t'es. Bon, en plus, j'ai l'anecdote, tu vois, quand on était en Polynésie française, on nous appelait les blancs-blancs. Tu sais, parce qu'on était les petits blancs-becs. En plus, les Tahitiens, tu sais, ils sont de corpulence vachement plus. Moi, je sais qu'en CE1, CE2, t'en as, ils faisaient déjà 80 kilos, ouais. tu vois. Et toute la créa, t'es la prod du monde, tu rivalises pas. C'est ça, tu vois, ils ont une belle génétique et on m'appelait le blanc-blanc et moi, en fait, ça m'a jamais vexé, ça m'a fait rire, tu vois. Et en fait, justement, je me suis dit, ah tiens, quand même que je leur prouve, pas par question de couleur de peau, mais enfin, je sentais qu'il y avait ce petit rapport, tu sais, on disait, ah, le blanc-blanc, tu sais, le petit faiblard. Moi, je me disais, ah, il faut que je leur montre au foot, au rugby et tout, que je suis là, tu vois, qu'ils me taquinent, mais que derrière, je leur en veux pas, mais que je suis un mec solide, tu vois. Et on va dire, ouais, mais il n'y a pas marqué mort à qui que ce soit, ou j'encule qui que ce soit, il y a marqué que je suis fier d'être moi, je suis fier d'être français, d'être blanc. C'est. Ouais, tu vois, enfin, moi je trouve que c'est un peu gratuit. Après, oui, bien sûr, comme je t'ai dit, je suis très patriote, je suis très français, une identité bien marquée, etc. On m'a jamais vu, et ça en plus, c'est ce que je le dis souvent, on ne m'a jamais vu ni en privé ni en public m'exprimer sur des questions comme ça et en plus moi j'aime beaucoup, tu vois, j'ai une licence d'histoire comme tu disais, en plus avec option géographie et sciences politiques, donc moi c'est un truc que j'aime beaucoup, j'aime énormément ça, la géopolitique, je m'y intéresse beaucoup, etc. En toute neutralité, dans le sens où comme je te disais, je peux vraiment faire l'avocat du diable, c'est-à-dire que je peux vraiment avoir des positions qui sont vachement fluctuantes ou vachement différentes selon les contextes, les personnes, etc. En fait, j'écoute vraiment que mon instinct, tu vois, j'écoute vraiment, si je me dis moi c'est intrinsèquement c'est ça que je pense, ce sera ça que je penserai, tu vois. Et je pense que dans ma vision sociale des choses, j'ai des idées qui peuvent être assimilées de gauche. Tu veux dire que si c'était tes vraies idées, tu les travestirais pas? Ah non, clairement pas. Ah ouais, non, vraiment, tu vois. Comme l'étiquette la collée nazie, tu l'assumerais. Je veux dire, on verrait, je sais même plus, putain, j'ai perdu le nom, le mec dans American History X, tu vois, j'aurais la croix gammée sur le pectoral, tu vois, et c'est pas le cas. Par contre, je suis un fervent catholique, tu vois, j'ai des signes religieux, je suis fier de mon blaze, tu vois, je l'ai tatoué sur le torse. Enfin voilà, tu vois, toutes mes idées, en fait mon personnage, je l'arbore à fond, tu vois, c'est pas un jeu d'acteur, c'est ce que je suis, donc je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, tu vois. Donc comme tu dis, en fait, si j'étais du mouvement néo-nazi, etc., mec, on le saurait déjà, tu vois, et je pense justement que même si je suis pas un personnage mainstream non plus, j'ai quand même eu des articles de presse, des podcasts, etc., je l'aurais explicité clairement. De toute façon, j'ai déjà, tu vois, des partenariats qui ont sauté, tu vois, avec des marques sympas, des collaborateurs sympas à cause de genre d'articles sales. Donc financièrement, je pourrais ne même plus avoir de retenue, entre guillemets, tu sais, à me dire ah ben mais vas-y. Je l'aurais fait depuis longtemps, tu vois. Regarde, je pense qu'il y a des fois, je sais que ça fait peur un petit peu à certains de mes partenaires. Quand je parle, tu vois, tu me parlais des fights en forêt. C'est un truc un peu lugubre, tu vois, que les gens, ils aiment bien que, tu vois, des fois, on peut me dire, ah, mais t'iras plus, hein, tout ça. Si, mec, franchement, si j'ai envie, moi, j'irai, tu vois. Je m'impose pas de limite, tu vois. Et les gens qui me connaissent savent que je suis cru, tu vois. Quand on dit je réagis à chaud, tu vois, parce que c'est instinctif, pas parce que je suis démesuré ou que je suis pas réfléchi. C'est que je dis vraiment et je fais ce que je pense, et c'est pour ça que je suis un mec qui vit avec peu de regrets dans la vie et qui est vachement intègre à lui-même, tu vois. Parce que le Maxime que tu vois là, c'est le Maxime que tout le monde voit, tu vois. J'ai des facettes de ma vie, tu vois, le côté familial, le côté sportif, etc. Mais en aucun cas, je me suis raccroché à ce genre d'idées, etc. Et moi, c'est pour ça que franchement, ces articles, je les ai plutôt bien accueillis, dans le sens où ça m'a fait une petite pub gratuite. Après, ça m'a pas ramené beaucoup de followers et ça m'a fermé des portes, comme à l'armée, comme avec des partenaires sportifs, etc. C'est un peu dommage. Mais comme je te disais, tu vois, on m'a déjà proposé de m'excuser sur des chaînes comme RMC Sport, etc. M'excuser de quoi? En fait, j'aurais été obligé de me justifier sur le fait qu'on a diffamé sur moi.
c'est un peu ridicule. Pour moi, ça reviendrait au même cas, tu vois, que de dire pardon au mec qui était sorti avec le slash, j'allais exactement te faire ce parallèle. C'est... T'excuser si t'es pas coupable, ça n'a pas de sens. Bah, coupable, ouais, coupable. Puis même, moi, c'est pareil. Enfin, franchement, demain, il y a un mec qui me dit néo-nazi, machin. Je dis, ouais, bah, écoute, mec, si c'est ce que tu penses, c'est pareil, tu vois. Enfin, moi, franchement, peu importe le bord politique, je m'en fous un petit peu, tu vois. Je m'intéresse à ce qui touche à mon monde, tout ce qu'il y a autour. Je m'y intéresse vaguement, tu vois. Après, moi, au global, enfin, je suis désolé, je t'ai coupé, mais on l'a vu avec la polémique avec Thibaut InShape, ouais. avec je crois qu'il avait simplement mis un drapeau français dans sa salle de sport. Et comme il l'avait dit, aux États-Unis, la moindre salle de CrossFit a un gros drapeau américain. Ouais, c'est ça. BSD aussi, Benoît Saint-Denis qui avait été un peu dans la sauce. Et en fait, je pense que, ouais, aujourd'hui, de se revendiquer simplement français et d'arborer un drapeau, c'est malheureux. Ouais, c'est vrai que c'est malheureux parce que tu... Bah, en fait, ce que je trouve un peu paradoxal, c'est que y a certains mouvements politiques, notamment d'extrême gauche ou sociaux, qui se rapprochent. Tu sais, généralement, bah, je parle du mouvement LGBT, mouvement antifasciste, etc. Souvent, c'est des mouvements assez liés. Et du coup, souvent, il y a un mot, tu vois, que j'aime pas, mais qui finalement, là, me sert beaucoup dans le contexte, c'est mégenré. On m'a mégenré, on m'a parlé comme un homme, alors que je suis pas... Donc ça inclut que tu lui as fait un procès d'intention où tu es parti du principe que la personne était un homme parce que tu as l'impression qu'elle ressent un homme, et du coup, tu t'es mal adressé à elle. Bah, en fait, je pourrais faire la même chose. Je pourrais dire, les gars, vous m'avez mégenré, vous m'avez fait un procès d'intention, tu vois, vous m'avez collé une étiquette, un adjectif qui, en plus, là, pour le coup, est totalement péjoratif, sans que j'ai rien demandé, tu vois, sans même qu'on m'ait posé la question. En fait, c'est pour ça que je te disais, c'est à géométrie variable. Moi, j'ai jamais ressenti le besoin de m'expliciter, de dire non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça, blablabla. Mais en fait, c'est là que tout est bancal, et c'est pour ça qu'en 5 ou 10 secondes, je pourrais... Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que les gens accordaient peu de crédit à ce genre d'article, parce qu'en fait, en 5 ou 10 secondes, t'es arrivé au fait que les mecs, je pense qu'ils m'aiment pas à titre personnel, ils peuvent pas me blairer. Franchement, je suis pas toujours un mec cool, hein. Je pense que j'ai lésé des personnes, il y a des personnes qui ont des griefs contre moi, mais en fait, c'est plus de l'attaque personnelle, tu vois, et en fait, un peu du truc de cours de récré, tu vois. Voilà, c'est un peu comme si, moi, je sais pas, Macron, il a rehaussé les impôts, et demain, je mets une pancarte Macron enculé, tu vois. Ouais, c'est vraiment la traduction de ma pensée personnelle. C'est que ma pensée, donc je pense qu'en fait c'est des personnes qui m'en veulent, peut-être qui sont pas d'accord avec moi, peut-être que ça les saoule aussi ce que j'incarne, parce que c'est des gens qui sont beaucoup dans la déconstruction de la France et des valeurs françaises. Écoute, moi, si je dérange, ça fait toujours un peu plaisir. J'aime bien déranger, j'aime bien être polémique. Après, comme je t'ai dit, des fois ça me vaut aussi quelques petits soucis. Après, voilà, comme je te dis, moi je suis fier de qui je suis, et je vais pas me vendre pour telle ou telle personne. Oui, je pense que t'as pas à cœur de faire l'unanimité et de plaire à tout le monde, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est ça, moi je suis moi, et justement, c'est pour ça aussi, je pense que j'ai pas forcément 100 000 abonnés, mais j'ai 30, 40 000 abonnés qui sont à fond derrière moi, parce que souvent c'est des mecs, en fait, franchement, quand je vois le profil, j'ai presque l'impression de me voir moi. Tu vois, beaucoup de militaires, de gendarmes, de policiers, de boxeurs, et même franchement, des fois des artisans français, ouais, c'est ça. Enfin, des mecs, tu vois, qui regardent, moi, j'aime bien sortir le drapeau français en combat. Des mecs que je vois faire pareil, tu vois, dans leurs ateliers, ils ont des drapeaux français ou des machins, ou dans des trucs de crossfit et tout. Mais moi, j'ai toujours vécu, enfin, on va accélérer, mais ça me fait penser même à moi, des fois, les gens me disent, ah, mais t'es un ancien, t'as que 30 000 abonnés sur Insta. Parce que je pense que je suis dans le fitness depuis très longtemps, tout le monde me connaît, mais j'ai aussi beaucoup de gens qui m'aiment pas parce que je suis peut-être trop franc, trop chambreur, trop, tu vois, et trop brutal dans ma façon de m'entraîner. Et c'est vrai que je rassemble pas comme quelqu'un qui pourrait être un ambassadeur du fitness un peu lisse, tu vois. Ouais. Mais d'ailleurs, mec, je te coupe, mais franchement, ça, j'ai trouvé ça, mais vraiment trop bizarre. Je me suis demandé même si tes comptes ils avaient pas sauté, parce que franchement là ça fait vraiment le mec qui te lèche les couilles. Ah Vincent, mais franchement t'as un contenu qui est super quali et t'as surtout un gros background. Ouais, mais j'ai trouvé ça, je t'avoue, un petit peu à l'heure où il y a des gens qui vraiment explosent à fond sur les réseaux, et franchement assez facilement. J'ai trouvé ça bizarre, parce que franchement quand je regarde tes stats, c'est pas pour te manquer de respect, hein, mais franchement c'est vraiment pas ouf, tu vois. Alors que quand on voit le contenu, les efforts que ça demande, et surtout en fait le sérieux du travail. Ouais, c'est vrai que c'est un peu, je sais pas. Ouais, toi, mais je te dis, enfin moi je l'explique. Encore une fois, c'est pas l'intérêt là du moment, mais voilà, j'ai eu une pratique surtout il y a quelques années qui était vraiment brutale, où les gens se disaient mais il va se blesser, il va se tuer, c'est pas possible, tu vas les développer sur la nuque, les machins, et pourquoi il fait ça, et c'est pas le sport santé. Mais moi, ce qui m'éclate à titre perso, c'est pas le sport santé. Ça, ouais. Voilà, tu vois, je me suis jamais entraîné, j'aime bien un peu les extrêmes, la brutalité.
Alors après, moi, ma casquette de coach, elle est différente. Je suis pas du tout le même quand je coach. Si demain j'ai ta maman en coaching, je veux pas lui faire des développés sur la nuque, tu vois. T'es professionnel. Mais bon, les gens font des amalgames et dès que tu sors de la norme, et c'est ce que tu vis aussi, bah, t'as une étiquette d'abruti, de mec qui sait pas ce qu'il fait, alors que je pense que c'est tout l'inverse. Ouais, tout à fait. Mais bon, on ferme la parenthèse sur moi. Du coup, il y a une petite part de toi aussi, je pense, qui te tient à cœur, c'est ton aspect religieux, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Objectivement, hein, quand on a une croix tatouée et une croix sur le t-shirt. Ouais, on le voit, ouais. Et c'est une vraie question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas un peu, mais peut-être que je me trompe parce que j'ai pas une connaissance religieuse ultra développée, pour ainsi dire pas développée, est-ce que c'est pas un peu paradoxal, antinomique de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui? Ouais. Quand j'ai envie de penser que la religion prêche plutôt pour faire le bien autour de soi, tu vois, même prendre une gifle et tendre l'autre joue, etc. Comment tu vis ça un peu, ce côté religieux et cette ultra-violence En vrai, c'est une super question et je sais pas du coup si tu as pu la voir, mais je sais qu'il y a, moi je suis beaucoup de pages, tu sais, que Christian Fighter, c'était les combattants chrétiens, etc. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. J'aime bien les edits et tout. En plus, il y en a beaucoup qui sortent des psaumes, etc. Moi, ça m'inspire beaucoup. Tu vois, des Rafael Dos Anjos et tout ça, l'UFC, Benil Dariush et tout, j'aime beaucoup. Et en fait, c'est une question qu'on pose beaucoup et moi-même, je te mens pas, je me la suis posée et je me la pose encore. J'ai du mal, en fait, enfin, moi personnellement, après, j'ai une conception de la religion assez particulière, c'est-à-dire qu'il y a des fois, je suis vraiment souvent à l'office, tu vois, et des fois, je suis même à la messe tradie en latin tous les dimanches, des fois pendant 2 mois, soit j'ai pas envie, soit j'y suis pas parce que. Notamment quand je bossais en sécu, je finissais tellement tard que l'heure à laquelle tu rentres, c'est l'heure de l'office, tu vois, ou même des fois tu l'as dépassé. Et en fait, je me suis souvent demandé, je me suis dit, ouais, c'est vrai que, tu vois, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on dit... En fait, franchement, des fois, il y a beaucoup de psaumes selon les interprétations qui, finalement, je vais pas dire prêcheraient la violence, mais qui prêchent au moins le fait d'être en capacité d'être violent pour la cause que tu crois juste. D'autres, justement, qui prêchent la tolérance et la souplesse, l'humanité, etc. Je pense que c'est vachement une question d'interprétation. Je sais que, bah, tu vois, on parlait du film Boyka, il y a dans le 4, tu sais, à un moment il combat et du coup sa prime de combat, il achète des livres, enfin des bibles avec et des livres religieux, il va les donner à sa paroisse orthodoxe et après c'est scénarisé, mais le prêtre lui dit pourquoi est-ce que tu fais ça, tu sais, c'est justement c'est un peu anti-religieux et j'aime beaucoup la réponse de Boyka, il dit c'est le don que Dieu m'a donné. Et franchement ça fait un peu plagiat si je le dis comme ça, mais ouais, pour moi c'est le don que Dieu m'a donné. Je peux faire le bien avec ça aussi, tu vois. Le fait de maîtriser mon sport de combat par exemple, ça me permet de pouvoir coacher. J'ai pas de diplôme de coach, donc souvent je le fais gratuitement, donc en fait ça me permet d'aider des gens, tu vois. J'ai déjà des jeunes femmes qui m'ont contacté, qui m'ont dit j'ai été battu par mon mari, j'aimerais bien apprendre un peu l'autodéfense, etc. Et bah tu vois, je leur donnais un cours, ou des mecs qui me disaient je me suis déjà fait taper tu vois, au lycée ou dans la rue, et j'aimerais bien, tu vois, apprendre à me défendre ou être un peu plus sûr de moi. Je pense quand même que c'est plutôt faire le bien. Je me sauce un peu en disant ça, mais je pense que c'est plutôt faire le bien, tu vois. Grâce à ça, je nourris ma famille, tu vois, du moins partiellement, même si je travaille à côté. Oui, mais moi, c'est plutôt le côté moral, vraiment, je veux dire. En fait, juste, je sais pas si toi tu le vis comme ça, mais faire l'apologie de la violence, tu vois, Ouais, parce que, ouais. bon, tes réseaux sociaux, ça vaut ce que ça vaut, ça reste une page Instagram, on peut même dire que c'est pas spécialement ce qui définit une personne, mais comme tu l'as dit, t'es entier, donc je pense que ton Instagram, c'est pas une posture, c'est pas un personnage, objectivement. Du coup, ta page Instagram, but en blanc, ça reste l'apologie de la violence, ouais, tout à fait, de la brutalité, etc. Est-ce que, je sais pas, si on pouvait donner la parole à Dieu, est-ce qu'il aimerait que ces soldats, ces croyants, fassent l'apologie de ça, justement, du sang versé Pour moi, il me le dira, enfin, ce qui est drôle, c'est que la réponse définitive, je l'aurai qu'au jugement dernier. Peut-être que je serai obligé de me justifier de chaque coup que j'ai porté, justement, qui a porté atteinte, même ne serait-ce que de 0,1% à la santé d'une personne. Et peut-être même que j'aurai pas le droit au paradis pour ça. Moi, ma position sur la chose, c'est que, et je sais que je fâche aussi des gens, mais vraiment de tous les côtés, côté croyant, côté non-croyant, etc. J'ai toujours été une personne, comme je te disais, très bipolaire, c'est-à-dire que j'ai un côté très carré, franchement je me lance des fleurs, les gens ils vont se dire putain le mec il est orgueilleux au possible, mais très vertueux, tu vois, et j'ai vraiment, comme je te disais, une part très sombre, c'est-à-dire que je suis vraiment capable des fois, et peut-être à tort, peut-être à raison, de mettre certaines valeurs, y compris religieuses, de côté pour
Bah en fait c'est aussi un peu du profit personnel, voilà, comme gagner un combat, c'est-à-dire de la gloire, de l'argent, etc. Je sais pas si c'est moral, moi comme je te disais, j'agis à l'instinct, avec mes valeurs au possible, c'est peut-être anti-religieux, je pense que spirituellement parlant, vraiment, je te pose la question par curiosité, je je pense que je suis pas assez calé pour le dire, moi je dirais juste... qu'on est pêcheur par nature, ça peut pas justifier tous les excédents. Je pense qu'on est pêcheur par nature, donc déjà c'est dans notre ADN, tu vois, de commettre des erreurs, de devoir payer pour ça et surtout de devoir en tirer des leçons et d'essayer de faire mieux. Peut-être, tu vois, qu'à 30 ans, je me réveillerai, je me dirais, tu vois, j'ai pas envie que ma fortune elle continue à se bâtir sur le fait de taper des gens. Tu t'en as parlé par exemple avec un prêtre déjà de ce que tu faisais pendant une confession, qu'est-ce qu'il t'en a dit? Ça m'est déjà arrivé et bah tu vois, ça reprend exactement le tableau de Boyka. C'est vrai que c'était un prêtre assez tradit et qui m'a dit, bah tu sais comme on disait souvent quand t'es un boxeur, ça veut pas dire que tu peux pas être religieux, mais souvent t'es un peu con, donc t'as pas de spiritualité, t'as pas d'intellect, etc. Et c'est vrai que j'ai un peu pris mal, je l'ai un peu ressenti comme, tu vois, il m'a dit pareil. Il m'a dit, tu sais, dans la Bible, il est pas écrit qu'il faut taper sur des gens, etc. Et j'avais envie de lui dire, ouais, mais tu vois, t'as des versets comme la Bible qui, alors je saurais plus te citer exactement le nom du passage, en gros qui j'étais cerné par mes ennemis et par Dieu en fait je les ai détruits, tu vois. Et quand t'as des psaumes aussi forts, aussi puissants que ça dans la Bible, tu vois, tu te dis il faut être un guerrier, ça fait l'apologie d'être un homme capable de combattre, et tu vois, alors après ça c'est pareil, c'est un sujet plus historique voire politique, mais c'est, tu vois, enfin les croisades, la question, ouais, pour les croisades, c'est ça que je pensais. C'est purement subjectif, en fait, c'est vachement métapolitique, parce qu'en soi, c'est pour les intérêts d'abord d'une nation, d'un roi, de la gouvernance d'un roi, etc. Mais tu vois, moi j'adore le film sur Baudouin, tu vois, justement, quand il part combattre, t'es avec Orlando Bloom, et tu te dis, ouais, ça peut être justifié aussi, parce que finalement, des deux côtés, ils combattent pour leur croyance et pour leur Dieu, tu vois. C'est quelque chose de vachement subjectif. Moi, je dirais que je suis loin d'être un homme parfait, donc à mon sens je fais le bien. Je suis toujours qui ouvert. Peut se prévaloir de l'être en même temps. Ouais, déjà c'est exactement ça, et puis même franchement, j'ai aussi besoin des fois que ce soit moi par ma foi ou je sais pas, même regarde nos parents, quand tu fais quelque chose de mal, tes parents ils sont là pour te le dire, tu vois, et t'as besoin de faire ces erreurs là, tu vois, t'es pas parfait et tu les referas ou t'en referas d'autres, tu vois. Moi je suis quelqu'un qui me dit souvent, j'avais vu ce proverbe-là, c'est plus tu réfléchis et moins tu te rapproches du succès ou de la perfection, parce qu'en fait t'es pas dans l'action. Alors que si t'es dans l'action, tu feras une erreur, mais tu te rapprocheras justement de ton but. Et je raisonne vraiment comme ça. C'est-à-dire que j'agis pas forcément avant de réfléchir, mais j'agis principalement parce que je me dis c'est naturellement, biologiquement, je crois vraiment en l'ordre des choses, le monde tel que Dieu l'a fait, et tu vois, le côté primal, animal, le côté biologique, le côté anthropologique. Donc je me dis si ton instinct naturel t'a dicté de faire ça, c'est que c'était sûrement la meilleure chose à faire. C'est pas qu'elle est parfaite, il y a sûrement des mauvais côtés à ça, mais je pouvais pas passer à côté. Et je trouve que, tu vois, ça ramène beaucoup de problèmes sociétaux, le fait de s'écarter de ce côté un peu anthropologique et animal, tu vois, on se délivre vraiment de nos liens, on va dire, tu vois, on est des animaux, hein, comme on disait, on est des animaux politiques, tu vois, notamment, on est des animaux avec une conscience, mais je trouve que des fois, réfléchir simple, réfléchir instinctif, c'est ce qui, toi, du moins, te rend heureux, t'as fait sur le moment ce qui te semblait juste. Je fonctionne plus comme ça, je t'avoue que ça me triture des fois, notamment, je sais pas, des fois t'es dans un petit moment un peu philosophique, un peu nostalgique, les mecs vont dire, ah putain, ça fait un peu tarlouse, il est combattant, mais forcément tu réfléchis toujours sur tout ce que tu fais, tu vois. Donc oui, moi c'est comme ça que je l'aborde, je suis désolé, je sais pas si j'ai vraiment bien Non, t'as bien, il n'y avait pas de bonne réponse, de toute façon, en fait, c'est juste le... Non, enfin voilà, comme je l'ai dit, et vraiment ce côté, enfin, à quel moment ta foi à quel moment ce que tu fais nourrit ta foi, ou à quel moment c'est antagoniste à ta foi, et à la fois, je pense que t'as que 25 ans, enfin je vais pas faire le vieux boomer, mais bon, tu vois, ça veut dire j'ai 13 ans de plus que toi, ça me paraît incroyable. Et effectivement, moi je sais qu'à 25 ans, j'étais beaucoup plus tête brûlée que je le suis aujourd'hui, et peut-être que dans 10 ans, tu auras une posture qui sera différente, et peut-être même que tu rentreras dans les ordres dans 15 ans. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Écoute, je sais qu'il faut qu'on clôture parce que tu as un train bientôt, ou comme ça les gens le savent. C'est vrai. Je suis très frustré, je t'avoue.
parce que je sens qu'on n'est pas allé au bout de plein de choses. Là, à l'heure actuelle, donc tu es plus sur le MMA. Ouais, c'est ça, hein. Tout à fait. T'as un combat prévu, on est obligé d'aller vite là. Donc, ouais, bien sûr. Alors j'ai des propositions de combat qui sont tombées. Pour être franc avec les abonnés, je les ai refusées parce que je suis dans une situation humaine et sociale qui fait que je peux pas m'entraîner comme il faut en ce moment. On ira plus loin une prochaine fois sur ça. Mais bref, je suis pas dans la configuration personnelle qui fait que je peux me préparer un combat. Sinon, je prendrais trop de risques d'entacher mes stats. Et je suis pas un mec qui calcule, mais je suis pas débile non plus. J'ai envie de bâtir une carrière sérieuse. Donc il y aura des combats fin d'année, c'est sûr. J'ai des combats, on m'en propose en France, en Europe et ailleurs. Pour teaser, ça pourra être en kickboxing, en MMA ou en bare knuckle. Je vais vraiment mixer les 3 disciplines. Je suis vraiment. T'as essayé de DM Conor McGregor, savoir s'il veut te signer au BKFC? Il m'a signé au BKFC, j'ai déjà combattu là-bas, je sais qu'ils veulent que je recombatte, mais voilà, j'ai été heurté à un tel niveau que va falloir que je me prépare, je sais pas, peut-être à New York avec les boxeurs de là-bas, tu vois, pour pouvoir bien, ou en Russie, ou peu importe, enfin, bref, dans un gros club d'anglaise. Personnellement, c'est pas que j'ai pas les épaules, j'ai le potentiel, mais il faut juste le sublimer. Je suis pas en configuration possible pour le sublimer, donc voilà, en mec rationnel, je vais pas m'aventurer sur des eaux trop dangereuses non plus. Donc ça va venir, faut être patient, faut me laisser le temps aussi, comme tu disais, je suis jeune, j'ai pas un passif qui est si étoffé que ça en sport de combat, malgré mes victoires, mes défaites, etc. J'ai plus appris en combattant qu'en m'entraînant, donc faut me laisser le temps aussi de progresser, notamment, tu vois, c'est con, hein, mais même en prépa physique, il y a des aspects aussi qui m'aident à mieux performer, donc voilà, je continue à m'affûter, d'ici la fin d'année, vous m'aurez vu. Un coach potentiellement peut voir la vidéo et te DM pour te prendre sous son aile. Ouais, franchement, je suis vraiment ouvert à toutes les propositions, on va dire, dans le sens si voilà, j'ai quelques conditions, mais je suis vraiment pas pénible. S'il y a un mec qui veut vraiment, comme un papa poule, me prendre sous son aile, qui veut m'accueillir dans son académie, m'offrir sparring partner, être dispo pour moi, pour me tenir les pas hauts, les pattes d'ours, me coacher, faire mon corner en combat, franchement, n'hésitez pas à vous adresser à Vincent, à moi directement, etc. Et je serais ravi de... Et un mec qui pense qu'il peut te défoncer sur un parking, il peut te DM aussi et te donner rendez-vous? Ouais, ça arrive beaucoup trop. C'est vrai? Ouais, franchement, je calcule même plus, mais il y en a trop qui veulent se mesurer comme ça. Ouais, c'est lunaire, franchement, c'est lunaire. Sérieux? Ouais. Mais je suis sûr que je pense que tu l'as eu aussi, tu sais, Vincent, t'es musclé, mais je suis sûr que... Oui, je l'ai eu, mais c'est drôle. Des fois, drôle. Ça, tu l'as quand tu sors, tu vois, le côté je suis balèze, les gars veulent te tester. Les mecs, ils veulent... Mais toi, il y a des gars qui, limite, te donneraient des rendez-vous en te disant... Ouais, mais en vrai, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'ils le font vraiment un peu comme des tantous, tu vois, genre, ils me disent, je veux pas te manquer de respect, mais ce serait un honneur de me péter avec toi. Et tu comprends vraiment rien à la question. Du coup, c'est un honneur qu'on se défonce, de prendre une branlée, ou peut-être même, la majorité, je pense que il donnerait rien, tu vois, mais peut-être même que le mec. Non, mais c'est pareil, croiser les gants, c'est un truc honorable. Il y a peu de demandes, tu vois, peu de mecs qui me disent, j'aimerais bien tourner avec toi, un de ces quatre, tu vois. Oui, ça c'est normal dans les sports de combat. Non, ouais, il y en a beaucoup, mais après, je sais pas, c'est des faux comptes, etc. Les réseaux, ça a donné la voix à plein de gens, et maintenant ils ont plein de profils, plein de facettes différentes. Donc, mais ouais, c'est drôle. C'est des DM que je vois beaucoup dans mes invitations. Si je réponds pas, c'est qu'évidemment, c'est pas sérieux, quoi. Puis je pense que tout le monde assumerait pas le rendez-vous. Toi, on a compris que tu l'assumerais sûrement, mais... Ouais, franchement... Enfin non, franchement, juste comme ça, j'irai pas. Mais ouais, par contre, voilà, si ça se présentait comme ça sous mon nez, on va pas dire non, hein, ça fait du bien de temps en temps. C'est un chèque à prendre. Ouais, encore plus pour un chèque. Ouais. Défoncer une bouche pour un billet. C'est facile, c'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile, ouais. T'as quelque chose que tu veux rajouter qu'on n'a pas... Franchement, non, merci beaucoup à toi. C'est vraiment un honneur d'être passé sur le podcast. C'était génial. Franchement, j'ai adoré découvrir Dijon. Je suis vraiment content qu'on ait creusé un peu cet aspect. Forcément, on se parle sur les réseaux, mais on se connaît pas vraiment. Et au plaisir de pouvoir collaborer avec toi dans le futur sur des projets. Ouais, je t'avoue que j'aimerais faire un autre podcast, une V2. Avec grand plaisir. Du coup, ça sera mon retour en France, mais... Les gars, tu peux leur promettre, parce que moi je serai là, je n'aurai ma présence une deuxième fois sans souci. Ouais, grand plaisir, j'apprécie. Merci beaucoup, Maxime. Je t'en prie, merci à toi.
Les gars, j'espère que vous avez apprécié l'épisode avec Orsou Corsou. On n'a pas parlé aussi de ton côté corse, tu vois, j'aurais aimé un peu qui rajoute peut-être au côté sulfureux. Les gars, franchement, j'ai envie de vous dire, je vous ai promis, donc je tiendrai ma parole, explosez les likes, les repartages et tout pour Vincent, faites-le pour lui déjà pour son travail, et puis faites-le aussi pour moi, ça m'aide aussi. Si vous voulez voir une V2, les gars, méritez-le, hein, franchement, saturez la boîte des messages de Vincent, repartagez au max, likez et tout, et on fera ça incessamment sous peu. Ouais, on fera ça. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié l'épisode avec Maxime. Moi, j'ai pas grand chose à vous demander. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, commentez. Allez faire un tour sur Attitude 60 aussi, on vous mettra le lien. Un challenge de 60 jours qui, je pense, peut vous changer la vie. C'est gratuit, c'est adapté à tout le monde, que vous soyez sportif ou sédentaire, que vous ayez 60 ans, 25 ans, peu importe. Voilà, c'est juste pour vous changer la vie physiquement, physiologiquement, psychiquement, etc. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Abonnez-vous à la page de Maxime et puis je vous dis à bientôt.